Bonjour Charles Dauban. Bonjour Aurélien. Je suis ravi de t'accueillir en fait pour ce nouvel entretien phénoménologique pour notre chaîne La Parenthèse. Ça va être un entretien, un épisode sur l'art. Donc je suis assez attaché à ce thème, donc je suis très heureux donc de te recevoir. Donc je te présente, tu es un chercheur de la nouvelle génération de phénoménologues, on pourrait dire, qui incarne d'ailleurs parfaitement, je trouve, une vitalité actuelle de la phénoménologie en France en tout cas. Plus exactement, tu es agrégé, docteur en philosophie, après avoir soutenu une thèse intitulée Perception et mouvement, Strauss, Merleau-Ponty, Maldinet, le fondement phénoménologique de l'unité de l'esthétique. Et puis depuis ta thèse, ton travail de recherche en fait et d'enseignement se prolonge activement, même on pourrait dire, puisque tu es chargé d'enseignement et délégué scientifique auprès du vice-rectorat à la recherche à l'Institut catholique de Paris. En parallèle, tu es aussi directeur de programme au Collège international de philosophie et tu continues d'organiser et d'animer des séminaires de phénoménologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je dois dire que ces séminaires tiennent, je crois, une place véritablement importante dans la diffusion de la recherche et du savoir phénoménologique en France. À cela, en plus, s'ajoute une actualité toute récente, puisque en mai dernier, tu as publié un ouvrage, L'art et le monde, une esthétique phénoménologique. Et je dois dire que pour l'avoir lu, c'est un ouvrage, je pense, important, tout à fait clair dans la restitution des doctrines phénoménologiques de l'art, dans leur critique massive et dans le projet que tu dresses à l'intérieur pour une nouvelle esthétique phénoménologique. Donc un livre très stimulant sur lequel on va avoir l'occasion de revenir durant cet entretien. On va essayer donc d'aller voir de plus près différentes phénoménologies de l'art et donc on va commencer par installer le cadre dans lequel le discours phénoménologique sur l'art apparaît. Donc première question que je trouvais intéressante de se poser, c'est que au sein de la tradition, on pourrait dire phénoménologique, on peut remarquer assez rapidement que beaucoup des grandes phénoménologies historiques en fait en sont passées par de substantielles considérations sur l'art. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour d'autres champs, on pourrait dire, de réflexion comme la politique ou les mathématiques. Donc ma question c'est, est-ce que c'est un hasard ou bien est-ce que c'est le signe que l'art est plus qu'un thème régional en phénoménologie? Et si oui, si c'est plus que ça, pourquoi l'art a-t-il une place privilégiée ou voire même une place centrale dans certaines phénoménologies comme celle de Merleau-Ponty ou celle de Maldinet. Si je précise un tout petit peu encore, mais je ne sais pas si tu veux partir de cette donnée, mais est-ce qu'on peut peut-être se demander si Husserl, le fondateur même de la phénoménologie, n'avait pas lui-même senti en fait dès le départ cette proximité de l'art et de la phénoménologie dans une célèbre lettre dont tu pourras peut-être nous parler. Oui, tout à fait. Alors, je répondrai à cette très bonne première question en disant que l'art occupe une place privilégiée en phénoménologie pour une raison très précise, qui est que l'art vient répondre à un problème légué par Husserl, qui est le problème de la motivation de l'époqué. Pour comprendre ce problème, et puis pour en arriver à la fameuse lettre de Husserl à Hofmannsthal, il faut comprendre quelle est la place de l'époqué dans la phénoménologie, et puis même plus généralement comprendre ce qu'est la phénoménologie, ou en tout cas le scénario phénoménologique standard, le commencement de la phénoménologie. Donc il faut rappeler quelques éléments. Le premier élément, c'est que la phénoménologie, à mon sens, s'inaugure d'un rejet du réalisme métaphysique qui pose que la réalité, elle est étrangère à la phénoménalité. Et le geste de la phénoménologie, à partir de Husserl, c'est de corréler la réalité à sa phénoménalité. La corrélation, elle est corrélation de l'apparaître et de l'apparaissant. Autrement dit, c'est de dire que la réalité n'est pas étrangère à la phénoménalité. Mais si la réalité n'est pas étrangère à la phénoménalité, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour accéder à la réalité telle qu'en elle-même. L'homme
son attitude naturelle vis-à-vis de la réalité, c'est une attitude, on pourrait dire théorico-pratique intéressée, attitude qui a pour effet de transformer la réalité, qu'on pourrait qualifier d'anhumaine, en réalité humanisée, transformée par l'intérêt théorique pour la connaissance et pratique pour l'action. Et donc, le but de la phénoménologie va s'inaugurer de cette manière-là, en mettant entre parenthèses notre attitude naturelle, théorico-pratique intéressée. Elle va mettre entre parenthèses cette attitude, et cette mise entre parenthèses, appelée l'époquée, va avoir pour effet de nous reconduire au phénomène, c'est-à-dire aux apparitions débarrassées de tout ce qui est de provenance humaine. Reconduction appelée depuis Husserl la réduction phénoménologique, réduction au sens de reconduction. Et donc la question qui se pose à partir de là, c'est de quel chapeau de magicien sort l'époquée. Pourquoi un beau jour on se met à mettre entre parenthèses notre attitude naturelle, pratique et intéressée, théorico-pratique intéressée. Et c'est là que l'art intervient. Autrement dit, notre fréquentation de l'art, notre commerce avec les œuvres d'art, nous pousse, nous contraint même naturellement à mettre entre parenthèses notre attitude théorico-pratique intéressée pour nous projeter dans une attitude qu'on pourrait qualifier de contemplative désintéressée et qui correspond à l'attitude phénoménologique. Cette idée-là, c'est exactement une idée que exprime Husserl dans une lettre au poète Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal, une lettre qui date, je l'ai sous les yeux, du 12 janvier 1907. Et alors voilà ce qu'il écrit Husserl à Hofmannsthal. Donc je vous lis ce texte. L'intuition d'une œuvre d'art esthétique pure s'accomplit au sein d'une stricte mise hors circuit de toute prise de position existentielle par l'intellect, ainsi que de toute prise de position par le sentiment et le vouloir, laquelle présuppose une telle prise de position existentielle. Donc autrement dit, dans l'expérience esthétique, il y a une mise entre parenthèses de ce que j'ai appelé l'attitude théorico-pratique intéressée. Et voilà ce qu'il ajoute. Bien mieux, l'œuvre d'art nous transporte, quasiment nous y contraint, dans l'état d'une intuition esthétique pure qui exclut de telles prises de position. Donc je passe le reste de la lettre. Voilà ce que dit Husserl. Il dit l'œuvre d'art nous transporte, quasiment nous y contraint, dans l'état d'une intuition esthétique pure. Autrement dit, le commerce avec les œuvres d'art nous transporte, nous fait passer directement dans l'attitude phénoménologique. Et donc la phénoménologie prendra la suite de cette attitude dans laquelle nous a transporté l'expérience esthétique. Donc Husserl, en 1907, exprime l'intérêt qu'il y a à partir de l'art, parce que l'art, au fond, nous voue à la phénoménologie. Mais le paradoxe, c'est que Husserl ne fera rien de cette théorie-là, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de textes sur l'art stricto sensu, il y a beaucoup de textes sur la conscience des images, par exemple, mais il ne fera rien de cette lettre, mais des successeurs, je pense à Michael Dufresne en particulier, qui considérera que l'expérience esthétique c'est une forme de réduction phénoménologique. Et bien les successeurs s'empareront de cette idée-là et développeront des esthétiques pour cette raison fondamentale. C'est vrai, du coup, on a l'impression que l'art du coup, accomplit une forme d'époquée sauvage, non méthodologique, en tout cas, d'une certaine manière, peut-être. Oui, complètement. C'est-à-dire, la phénoménologie va chercher à civiliser cette réduction sauvage. Ouais. On comprend bien vraiment l'intimité des deux, déjà. Alors, ensuite, j'ai une question quelque peu massive, tu m'excuseras, mais c'est pour vraiment dresser un peu le cadre général, mais sur un plan donc historique, est-ce que la phénoménologie de l'art, pour toi, se situerait plutôt en continuité ou en rupture avec la tradition de la philosophie de l'art et de l'esthétique en général ? Est-ce que le regard phénoménologique a renouvelé la façon d'envisager les œuvres d'art, ou bien est-ce qu'il a plutôt permis de ressaisir ou de rehausser des intuitions ou des idées plus anciennes ? À titre d'exemple, est-ce qu'il y a par exemple un certain héritage kantien, on pourrait dire, c'est-à-dire une visée qui ferait sécession avec les lectures
empiriste ou intellectualiste de l'art. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en phénologie pour toi, ou voilà, qu'est-ce que ça représente historiquement? Oui, je dirais que la phénoménologie de l'art s'inscrit dans une double continuité vis-à-vis de la tradition. La première tradition, c'est celle inaugurée par Platon, celle de la philosophie de l'art, et qui s'initie en reliant l'art avec la question de la réalité et donc la question connexe de la vérité. Autrement dit, à partir de Platon, l'art a une portée métaphysique, il y va d'une révélation ou au contraire d'une occultation de la réalité. Donc une œuvre d'art est vraie ou fausse. Et de ce point de vue-là, la phénoménologie de l'art reprend cette idée qu'il y va dans l'art d'une révélation de la réalité. Donc en réalité, on a bien compris qu'il s'agit des phénomènes déshumanisés ou anhumanisés. Et l'autre tradition dans laquelle s'inscrit la phénoménologie de l'art, c'est l'esthétique, au sens restreint de l'esthétique XVIIe et surtout XVIIIe siècle, à savoir comme une théorie du sentiment du beau, autrement dit, au XVIIIe siècle en particulier, l'expérience du beau est suspendue à notre sensibilité comprise ou bien comme perception ou bien comme affectivité, c'est-à-dire sentiment. Et alors de ce point de vue, les deux traditions philosophie de l'art platonicienne, tradition XVIIIe siècle esthétique, se rejoignent dans la phénoménologie de la manière suivante. Il me semble que la phénoménologie de l'art peut se comprendre, c'est une des portes d'entrée, peut se comprendre de cette manière-là, c'est la requalification de l'expérience esthétique, de l'expérience du beau, dans les termes d'une expérience métaphysique. Autrement dit, ça veut dire deux choses, ça veut dire plusieurs choses, mais en tout cas deux. La première chose, ça veut dire que la réalité, elle est... son accès se fait par la sensibilité. Et alors la réalité en phénoménologie, c'est les phénomènes, les apparitions, mais plus généralement on pourrait dire le monde. Autrement dit, le monde en phénoménologie s'atteint par la sensibilité. Puis la deuxième chose que ça veut dire, que l'expérience esthétique est requalifiée en expérience métaphysique, ça veut dire que l'un des lieux privilégiés de ce rapport à la vérité, c'est l'art. Et ce qui culmine dans certaines phénoménologies, notamment chez Maldinet, pour qui la phénoménologie est phénoménologie de l'art, ou même en un sens chez Michael Dufresne, qui dit que le seul rapport avec la réalité, ce qu'il appelle la nature, se fait dans la poésie et donc dans l'art. Okay. Il y a une double filiation vraiment qui est portée par la tradition phénoménologique par rapport. Voilà, il y a une double filiation et en même temps il y a un enchevêtrement et une forme de reconfiguration. Oui, c'est ça. Parce que l'expérience esthétique au XVIIIe siècle, c'est l'expérience de la beauté. Mais la notion de beauté en phénoménologie subit un certain absentement, c'est une notion assez peu présente. Et donc, ce qui vient prendre la place de la beauté, c'est la vérité. C'est une expérience où il n'y va pas tellement du plaisir et du beau, il y va plutôt de la connaissance et de la vérité. D'accord. Aujourd'hui, on discute donc art, mais je dois l'avouer, on va surtout aujourd'hui considérer des peintures, des toiles. Pourtant, évidemment, quand on parle d'une œuvre d'art, ça peut renvoyer à beaucoup d'autres médiums. Évidemment, la musique, la sculpture, l'architecture, la danse, le théâtre et même la littérature. Donc, si on se concentre aujourd'hui sur la peinture, c'est parce que quand même il faut avouer que dans les textes de phénoménologie de l'art, les auteurs montrent un tropisme pour la peinture. Et alors là, c'est une question qui peut paraître annexe, mais je pense que ça peut être aussi significatif de se demander, est-ce que c'est un hasard pour toi ou bien est-ce que tu y vois des raisons plus profondes, voire plus fondamentales,
par exemple, c'est rapidement, mais dans des textes de Gérard Granel, lui invoque une raison d'époque. Il dit qu'en fait, une raison d'époque qui dépasse de beaucoup la phénoménologie. Il dit finalement l'art pictural, c'est l'art dominant de l'ère moderne. Alors il y aurait presque, tu vois, des arts, des époques d'art, quoi, donc spécifiques. Alors bon, ça c'est une version peut-être un peu spéculative, mais toi, pourquoi ce tropisme pour la peinture? Oui, je vois des raisons profondes au fait il y a ce que Bernard Sèvres appelle une forme de picturalisme, c'est-à-dire une présence, voire une omniprésence de la peinture au détriment des autres formes artistiques et notamment de la musique ou même de la danse. Alors j'y vois plusieurs raisons. D'abord des raisons matérielles. Pour un philosophe, c'est toujours plus facile de philosopher sur la peinture que de philosopher, même plus généralement, sur un art dit de l'espace, voire un art visuel, que sur un art plutôt du temps, parce que matériellement, c'est plus difficile. C'est pour cette raison. Alors, raison matérielle. En outre, c'est plus facile d'avoir une reproduction d'une peinture dans un livre que par définition une reproduction d'une chorégraphie. Alors aujourd'hui on a des captations, c'est facile, mais quand nos phénoménologues, les premiers en tout cas, écrivent, ils n'ont pas les captations ou même des CD pour de la musique. Alors ça c'est des raisons, disons, bassement matérielles. Ensuite, il y a une raison plus fondamentale, philosophique, qui est... il y a deux raisons philosophiques fondamentales. Comme j'ai l'esprit d'escalier, je pense à encore une autre raison, une raison d'époque, qui est que les phénoménologues pensent dans un moment de l'histoire de l'art qui est ce qu'on appelle l'art moderne. Et au moment de l'art moderne, l'art majeur, pour tout un tas de raisons que je passe, c'est la peinture. Et par exemple, quand on va passer à l'art contemporain, dit contemporain, la peinture, sa place va être complètement rejetée au profit d'autres formes artistiques. Donc c'est une évidence pour les phénoménologues, je pense à Merleau-Ponty, je pense à Michel Dufresne, je pense à Michel Henry et tout un tas d'autres phénoménologues de l'art. Pour tous ces phénoménologues-là, c'est une évidence que la peinture est l'art majeur et qu'il faut penser l'art à partir de la peinture. Alors ensuite, il y a une raison philosophique, alors qui n'est pas vraiment une raison en fait, qui est plutôt un présupposé commun à la tradition, et ça peut-être depuis Platon, qui est que quand on parle de musique, on parle de musique. Quand on parle d'architecture, on parle d'architecture. Mais quand on parle de peinture, on parle d'art. Autrement dit, il y a une généralisation qu'il n'y a pas avec les autres arts. Voilà, ce qu'on dit de la peinture vaut a fortiori pour tous les autres arts. Alors j'ai trouvé une formule de Bergson qui dit ça sans le vouloir, sans qu'il en ait pleinement conscience, mais j'ai retenu la citation. Alors c'est dans le texte de 1911, La perception du changement, qui est l'un des deux grands textes avec le rire où Bergson développe sa conception de l'art. Alors voilà ce qu'il dit: mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts qui fait la plus large place à l'imitation, je veux dire la peinture. Voilà, mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans la peinture. Voilà, donc comme si réfléchir sur la peinture, c'était réfléchir sur l'art en général. Et puis il y a une raison métaphysique à cet intérêt pour la peinture, et qui n'est pas propre aux phénoménologues, qui est que la métaphysique occidentale, c'est une métaphysique de la vision, qui donne un privilège exorbitant à la vision, et donc qui fait du peintre un clairvoyant, quelqu'un qui voit mieux que les autres, et par conséquent le voir pictural devient un modèle pour le voir philosophique et métaphysique. Ouais, c'est intéressant, toutes ces couches en fait. Voilà, toutes ces raisons font que les phénoménologues ne pouvaient que s'intéresser primordialement à la peinture. Et c'est intéressant parce qu'il y a des raisons profondes, et en même temps, il m'est arrivé de t'entendre dire que quand même, il y avait aussi, dans cet intérêt pour la peinture, aussi un intérêt pour les textes des peintres. Par exemple, chez Merleau-Ponty, peut-être un intérêt même des fois plus grand pour les textes que pour les toiles elles-mêmes. Alors, est-ce que c'est pareil, un problème d'accessibilité? Oui, alors encore une fois, en effet, ça rejoint ce que j'appelle les conditions matérielles. C'est qu'en effet, il se trouve que les peintres, en particulier Cézanne, il y a beaucoup de textes disponibles et à l'appui sur lesquels les philosophes peuvent s'appuyer. Autrement dit, les philosophes
appuient leur texte sur l'art d'écrit d'artistes. Alors il se trouve que Cézanne, outre sa correspondance, il y a aussi des conversations célèbres avec Joachim Gasquet, avec Émile Bernard, et à tel point, enfin c'est devenu tellement célèbre et tellement connu par exemple de Merleau-Ponty, que ce qui est très étonnant, c'est que par exemple dans la phénoménologie de la perception, où Cézanne revient constamment, ce qui revient constamment, ce ne sont pas des œuvres de Cézanne, ce sont des propos de Cézanne sur la peinture, sur l'art, et donc il y a beaucoup d'occurrences de Cézanne disait. Cézanne disait, mais bon, Cézanne il parlait, hein, voilà, voilà. Mais il peignait surtout, voilà, donc, mais il y a et donc c'est véritablement un défi de trouver quelles œuvres d'art de Cézanne Merleau-Ponty cite. C'est très difficile, moi je serais incapable de donner plus de deux ou trois titres. C'est quand même étonnant du coup. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Là, on comprend un peu de quoi il s'agit en général. Maintenant, c'est vrai que donc dans un deuxième temps, un deuxième moment de notre entretien, j'aimerais bien qu'on donne à notre spectateur une idée de la diversité des phénoménologies de l'art, que ce n'est pas finalement, on verra que c'est pas une tradition peut-être. Alors, il y aura aussi peut-être une forme d'unité sur laquelle on reviendra encore après, mais on va voir que c'est pas dogmatique déjà. On voit que il y aura des phénoménologies de l'art en fait. Hein. Et j'aimerais bien si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on le fasse à partir en fait des tableaux, partir vraiment des toiles et pas des textes au fond, d'une certaine manière. En tout cas, pas que quoi. Mais donc si tu veux bien, ça permettra à mon avis, en donnant à voir, en partant des toiles, de montrer comment les conceptions s'enracinent dans ces œuvres et en retour comment ces conceptions viennent vivifier en fait notre regard sur ces œuvres-là. Donc c'est un peu le pari de cet entretien-là et je pense que ça va fonctionner. Et du coup, pour commencer, un peu sans surprise pour les gens qui connaissent un peu la phénoménologie de l'art, on peut commencer classiquement donc par Heidegger, par Martin Heidegger. Et par son interprétation justement de l'art telle qu'il la développe dans L'origine de l'œuvre d'art en 1935. Alors, je le dis rapidement, mais peut-être que tu y reviendras. Je sais que tu y es attaché à certains précurseurs sur la question, mais c'est pas la première phénoménologie de l'art. Hein. Heidegger, il est précédé par Strauss et Ingarden. Mais il faut dire que je commence par là parce que au fond c'est un texte qui a été resté célèbre en fait, hein, qui a été beaucoup glosé, commenté, et donc ça représente au fond quand même peut-être une sorte de coup d'envoi. Alors on peut partir de la suggestion que tu faisais, dont Heidegger parle dans ce texte, ce sont les vieux souliers au lacet de Van Gogh de 1886. Donc voilà, je te laisse en fait partir de cette toile pour peut-être nous amener à cette conception heideggerienne de l'art. Oui, alors juste avant quelques éléments sur le texte ou les textes dans lesquels Heidegger parle de ses vieux souliers. Ce qu'on appelle l'origine de l'œuvre d'art, c'est en réalité quatre textes. Un texte qui est resté dans les tiroirs et qui vient d'être traduit, qui date de 1935, on ne connaît pas exactement la date. Et ensuite, il y a 3 versions qui ont fait l'objet de communication de la part de Heidegger. Une qui date de novembre 1935. Il l'a redit dans un autre lieu en janvier 1936. Ouais. Et le texte, alors ces 2 versions identiques ont été traduites par Emmanuel Martineau. Et il y a une quatrième, du coup, si on compte celle qui n'a pas été communiquée. La 4e version, c'est fin 1936, sous la forme de 3 conférences, et qui sont généralement les plus célèbres parce qu'elles sont dans Chemin qui ne mène nulle part. D'accord. Et c'est en particulier dans cette dernière version qu'il y a ce fameux passage sur les vieux souliers de Van Gogh. Alors, il faut bien comprendre ce que dit Heidegger dans L'origine de l'œuvre d'art. C'est un texte, tu l'as rappelé, très important, plus important que des textes, on pourrait dire, qui datent des années
30, enfin juste avant, mais qui n'ont pas eu le même retentissement. Voilà, le même retentissement sur les phénoménologues ultérieurs. C'est un texte très important de l'origine de l'œuvre d'art, et c'est en même temps un texte très difficile. Donc c'est un texte, pour le comprendre, qui exige de la patience et qu'on avance pas à pas, qu'on se lance pas justement tout de suite dans les souliers, parce que il faut comprendre la place de ces souliers dans le raisonnement de Heidegger. L'idée fondamentale de Heidegger dans l'origine de l'œuvre d'art, c'est qu'il y va dans l'art d'un double dévoilement, un dévoilement de l'étant et un dévoilement de l'être. Ça, c'est l'idée générale. Et concernant le dévoilement de l'être, il y a en réalité deux idées qui, à mon sens, sont incompatibles. Parce que être veut dire dans ce texte deux choses distinctes. Alors ça c'est assez difficile, c'est le Heidegger de la fin des années 20 et première moitié des années 30. Le sens de l'être évolue. Et alors, c'est dans ces trois conférences, enfin dans les trois qui donnent la dernière version de l'origine de l'œuvre d'art, dans la première partie, c'est dans cette première partie qu'il va être question des vieux souliers de Van Gogh. Tu me suis, parce que la chose est très enchevêtrée. Et ce qu'il va dire autour des souliers de Van Gogh, c'est qu'il révèle l'être, mais entendu comme mode d'être. Et plus exactement, ce que révèlent les vieux souliers de Van Gogh, c'est un mode d'être parmi d'autres, ce qu'il appelle la Verlässlichkeit, c'est-à-dire la solidité, ce qu'il correspondait dans Être et Temps en 1927 au mode d'être de l'outil, la Zuundenheit. Et son idée, c'est que voilà, ces vieux souliers de Van Gogh, on peut enfin arriver, après toute cette remise en contexte, on peut arriver au tableau. Son idée, c'est que ce que ça montre, ce tableau, ce ne sont pas seulement des souliers que Van Gogh se serait contenté d'imiter et de recopier fidèlement. Ce qu'il montre, ces souliers, c'est autre chose. Ce qui intéresse Heidegger, c'est qu'il s'agit de vieux souliers. Autrement dit, c'est des souliers qui ont parcouru un espace qui, pour Heidegger, est l'espace de la terre. Pour Heidegger, ce sont des souliers qui appartiennent à une paysanne rentrant des champs. Et donc, ce qu'il montre, c'est le lien entre les souliers et l'espace, donc l'espace des champs, l'espace de la terre, qu'ils permettent de parcourir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils montrent, c'est qu'on n'a pas affaire avec eux à des choses inertes et inutiles, on a au contraire affaire à des choses utiles, des outils, à des ustensiles. Et donc ce qui se révèle à travers eux, c'est le mode d'être des outils. Ce qui se révèle, c'est un, que ce sont des outils, et deux, plus généralement, ce qui se révèle, c'est l'utilité de l'outil, à savoir la capacité à s'insérer dans un environnement pratique, c'est-à-dire dans un environnement dans lequel on se livre à des comportements utilitaires. Et donc, à mon avis, si Heidegger choisit les souliers de Van Gogh, c'est pas du tout pour une raison mimétique qui relèverait de la mimésis, du type Van Gogh s'est contenté de recopier fidèlement ce qu'il avait devant les yeux. Au contraire, c'est pour moi un choix symbolique. C'est quoi des chaussures ? C'est ce qui permet de parcourir un espace. Or là, l'espace à parcourir, c'est l'espace en fait abstrait du monde utilitaire, ce qu'il appelle aussi dans Être et Temps l'Umwelt, le monde ambiant. Donc voilà, en fait, c'est un tableau symbolique pour Heidegger. Ce qui n'est pas dit comme ça, évidemment, dans l'origine de l'œuvre d'art, mais à mon avis, c'est l'idée fondamentale. D'accord, oui. Et justement, parce que tu as parlé de ces deux notions de monde ambiant et de terre, à un moment donné, on retrouve dans ce texte une thématique compliquée d'ailleurs à saisir. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, mais est-ce que il parle d'un combat du monde et de la terre dans l'œuvre d'art ? Il en parle pour d'autres œuvres d'ailleurs. Alors lui, pour le coup, il a pris aussi dans ce texte l'exemple du temple grec aussi. Bon, même si on s'y arrête pas vraiment. Il essaye de repérer ce combat donc dans différents types d'œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus ? Oui, alors ce qui est très difficile, c'est qu'il nous parle d'abord de la terre au moment de nous parler des souliers de Van Gogh, parce qu'il identifie ces souliers comme appartenant à une paysanne rentrant des champs, rentrant de la terre. Donc il y a cette apparition de la notion de terre à ce moment-là, mais c'est pas du tout la même terre dont il va être question dans la suite du texte. Ce qui fait que c'est un texte très compliqué, ce qui explique qu'il y a tant de commentateurs et de commentaires dessus, c'est parce que c'est un texte vraiment ardu. Voilà.
donc, pour comprendre ce combat entre la Terre et le monde, qui nourrit la deuxième partie du texte, il faut revenir à ce que j'ai dit, à savoir que pour Heidegger, il y va dans l'art d'un double dévoilement de l'être et de l'étant. Et c'est ici que Heidegger développe sa théorie de l'œuvre d'art comme existant sur un certain mode qui la distingue de l'outil ou de la chose. Précisément, il y a œuvre d'art dès qu'il y a combat de la terre et du monde, c'est-à-dire dès qu'il y a double dévoilement de l'étant et de l'être. Alors là, il va falloir s'expliquer parce que dit comme ça, c'est incompréhensible. Il prend l'exemple, alors peu importe l'exemple, mais il prend l'exemple d'un temple grec, alors on ne sait pas lequel, mais c'est pour prendre un exemple d'une œuvre d'art qui n'est pas imitative, voilà, pour dire que l'essence de l'art ne réside pas dans l'imitation. Alors, l'idée de Heidegger, c'est d'abord de dire qu'il y va dans l'œuvre d'art d'une révélation de l'étant. Et c'est là qu'il introduit le concept de monde. Que fait une œuvre d'art, dit Heidegger? Une œuvre d'art installe un monde. Et qu'est-ce qu'il entend par monde? Il entend le fait que certaines œuvres d'art, et il sous-entend les grandes œuvres d'art, font époque, ou plutôt font l'époque. Autrement dit, un temple grec, ça crée le monde grec avec des mortels et des dieux et tout le reste. Tout prend sens par rapport au temple. Et donc, pour Heidegger, le temple installe un monde, c'est-à-dire ce qu'il appelle par ailleurs une scène de la manifestation, c'est-à-dire voilà, une sorte de faisceau lumineux dans lequel certains étangs entrent, et en entrant dans ce faisceau lumineux, à la fois ils apparaissent et ils existent. Et donc le changement d'époque, c'est un changement de faisceau lumineux qui fait que des étangs vont être occultés, mais d'autres vont rentrer dans la lumière, vont apparaître et vont exister pour les hommes. C'est ça, installer un monde, c'est installer une sorte de projecteur sur l'étang qui va l'éclairer d'une certaine façon et lui donner signification et sens pour les hommes. C'est en ce sens qu'il y a révélation de l'étang avec l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il faut attendre le temple grec pour voir certains étangs apparaître. C'est ça la révélation de l'étang. Et puis de l'autre côté, dit Heidegger, il y a non seulement l'installation d'un monde, mais l'œuvre d'art produit la terre. Alors qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est cette fois-ci la révélation de l'être, mais l'être non plus entendu comme le mode d'être, par exemple le mode d'être des ustensiles, non, c'est l'être entendu, c'est l'être de la différence ontologique, c'est-à-dire ce qui dispense les temps, ce qui fait exister les temps, mais qui en le faisant exister, eh bien, se dispense, se fait méconnaître. Eh bien, c'est exactement ça la Terre, c'est les grandes œuvres d'art nous permettent d'accéder à ce retrait de l'être comme tel. Et alors, à mon avis, le texte le plus clair pour comprendre cette idée-là, il est dans la première version de l'origine de l'œuvre d'art, celle qui n'a pas été communiquée. Et il y a un passage qui me paraît clair pour comprendre cette idée quand même assez difficile de la Terre. Alors, je le cite, c'est donc la première version qui n'a pas été prononcée de 1935. Il écrit « Cette Terre, quelle est-elle » Donc on remercie Heidegger de s'attarder sur cette notion difficile. Point d'interrogation, donc quel est-elle? Point d'interrogation. Ce qui se déploie en permanence à profusion et pourtant reprend et retient toujours en soi ce qui s'est déployé. La pierre pèse, montre sa gravité et se retire aussitôt en soi. La couleur s'illumine et reste néanmoins fermée. Le son retentit et n'entre pas pour autant dans l'ouvert. Ce qui entre dans l'ouvert est directement cet acte de se fermer, et c'est cela l'essence de la terre. Alors, le passage clair dans ce texte, c'est quand il dit « La pierre pèse, montre sa gravité et se retire aussitôt en soi. La couleur s'illumine et reste néanmoins fermée. Le son retentit et n'entre pas pour autant dans l'ouvert. » Voilà, par exemple, Michael Dufresne dit que la première chose qui se révèle dans une œuvre d'art, c'est le sensible dans sa gloire. C'est, voilà, pour la première fois,
On ne regarde plus les choses, on ne regarde plus leur signification. Hein. C'est un verre, c'est un ordinateur. Ce qu'on voit apparaître, c'est leur qualité sensible, hein, ce qui s'occulte spontanément. On ne s'attarde pas sur les couleurs, sur les formes, etc. Et donc pour Michael Dufresne, ce qu'on voit d'abord dans une œuvre d'art, c'est le sensible dans sa gloire. Ouais. C'est une forme de plénitude sensible. Et bien pour Heidegger, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce qui se manifeste dans une œuvre d'art, c'est pas du tout la plénitude du sensible, c'est au contraire une forme d'intériorité du sensible, comme s'il y avait quelque chose qui ne se donnait pas. Une retenue. Voilà, quelque chose qui se retire du sensible. Alors il prend l'exemple de la pierre qui pèse, c'est-à-dire qu'on prend une pierre, on sent qu'elle pèse, mais on aimerait accéder à sa pesanteur intérieure. Et donc, soit on la met sur une balance, mais ce qu'on obtient, c'est pas la pesanteur, c'est un poids, ou alors, naïvement, on casse la pierre, on se dit, à l'intérieur, on va trouver la pesanteur, et en fait, on se retrouve avec des petites pierres qui pèsent également. Donc on ne trouve jamais la pesanteur. La pesanteur, il y a une identité dans la pesanteur entre le fait de se donner et le fait de se retirer. Hein, elle se donne comme se retirant. Et ben voilà, c'est ça la Terre, c'est que les éléments sensibles de l'œuvre semblent contenir une profondeur. Et bien cette profondeur, elle permet à l'homme de s'élever à la profondeur qui n'est pas seulement des choses sensibles, mais à la profondeur de l'être lui-même, comme cette chose qui dispense les temps tout en se retirant. D'accord. Voilà, ça c'est terre et monde. Bon, il faut toujours, ça suppose une agilité intellectuelle pour se rappeler ce qu'il entend par monde et par terre. Oui, parce qu'en plus, tu as très bien dit, enfin, en plus, à ce moment-là, la notion de monde, elle a évolué chez Heidegger, elle désigne quelque chose d'épocal, d'une époque, quoi. Complètement. C'est monde en un sens très, très précis. Et alors, il y a un troisième concept qui vient faire la médiation, c'est le concept de combat. Voilà. Le combat, Urstreit, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, il veut dire une idée qui, à mon avis, est une idée structuraliste, qui est que la relation entre les termes prime sur les termes. À savoir qu'il n'y a pas d'abord et d'un côté la Terre, et puis de l'autre côté, et dans le même temps, le monde. Les deux n'adviennent que relativement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et justement, cette advenue relative, c'est l'avènement de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art fait co-advenir, naître en même temps le monde et la terre. Et alors il nous dit, c'est sur la forme d'un combat, donc c'est cette relation entre les termes qui prime sur les termes, c'est une relation négative, au sens où il en parle d'un combat. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Prenons d'abord le monde. Le monde s'oppose à la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde, c'est quoi ? On a compris, c'est un faisceau lumineux, c'est une lumière. Et cette lumière, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'oppose à l'occultation de la Terre. La Terre est retenue, dissimulation, retrait. Et donc, que fait le monde ? Il s'oppose à la Terre. C'est la lumière qui s'oppose à la nuit. Mais en s'opposant à la nuit, la Terre, le monde gagne quelque chose de la Terre, à savoir la capacité à faire exister. Donc il y a un gain dans le combat. Ouais. De l'autre côté, si on prend maintenant la Terre, que fait la Terre ? Elle s'oppose à la lumière du monde. Et donc elle se dissimule. Mais elle va gagner quelque chose de son combat, à savoir le fait d'apparaître via l'œuvre d'art, mais d'apparaître comme telle, c'est-à-dire comme se retirant. Donc, voilà l'idée de l'œuvre d'art. Le geste fondamental de l'artiste pour Heidegger, c'est le fait de tirer un trait. Le fait de tirer un trait, pourquoi ? Parce que si vous tirez un trait, par exemple, sur une feuille blanche, ben vous allez créer directement du fait de tirer ce trait sur une feuille blanche, on va créer deux parties qui n'existaient pas avant ce trait. Les deux parties, donc ici Terre et Monde, connaissent du trait. Et voilà, l'œuvre d'art, c'est ce trait qui fait advenir dans le même temps et dans une relation tensive, dynamique, Terre et Monde. Ah, mais je te remercie parce que ça rend presque limpide. Voilà, presque seulement. Non, mais c'est vrai, c'est très. Merci pour cette clarification parce que j'ai envie de te dire, on comprend pas en fait, c'est comme si ce combat, c'est comme dire le contraste donne naissance au contrasté en fait. Quelque part, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi. Il y a le combat avant, comme tu as dit, c'est la relation avant l'advenue de ces deux termes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais.
Juste pour, je pense que là on a déjà cerné pas mal cette conception. Mais donc du coup pour rattacher ça un peu avec cette première partie qu'on a faite on voit en fait, on sent que Heidegger a une conception de l'art qu'il rattache résolument à la vérité de l'être, hein, tu l'as explicité, et il y a aussi quelque chose de connu chez Heidegger, je ne sais pas si tu veux les mettre en relation, cette question de la vérité et le refus heideggerien de l'esthétique, par contre qu'il met vraiment de côté. C'est-à-dire, il se revendique d'une philosophie de l'art, mais il met de côté ce qu'il appelle la tradition esthétique. Est-ce que... Alors je dirais deux choses qui sont solidaires, hein, sur le lien entre art et vérité. Évidemment c'est fondamental pour Heidegger, et c'est justement ce qui culmine dans ce texte de l'origine de l'œuvre d'art. Ça culmine sur l'origine de l'œuvre d'art, le texte donc, mais quelle est cette origine de l'œuvre d'art? Et la réponse de Heidegger, l'origine de l'œuvre d'art, c'est l'art. Qu'est-ce qu'il entend par art? Il entend par art l'aspiration de la vérité, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé le double dévoilement de l'étant et de l'être. C'est l'aspiration de la vérité à se mettre en œuvre dans une œuvre d'art, hein, mais se mettre en œuvre, c'est à la fois se mettre en place et se mettre dans une œuvre d'art. Donc il y a cette idée que c'est pas l'artiste qui dévoile l'être et l'étant dans son œuvre d'art, c'est plutôt l'idée que c'est la vérité, c'est ce double dévoilement qui se donne l'artiste pour se mettre en œuvre dans l'art. D'accord. Donc ce qu'il appelle la Dichtung, la dimension poématique de l'œuvre d'art, c'est cette aspiration sourde qui, pour ainsi dire, inspire l'artiste et qui le conduit à créer des œuvres d'art. Il est mis en branle par la vérité, par voilà. exemple. Okay. Voilà, il y a un jeu de mots dans l'allemand où l'artiste, il puise dans cette aspiration sourde pour créer son œuvre d'art. Et c'est cette raison fondamentale, hein, du lien entre art et vérité qui conduit Heidegger à critiquer à plusieurs endroits l'esthétique. Au fond, la grande idée de Heidegger, c'est que qui dit esthétique dit expérience de la beauté. Qui dit expérience de la beauté dit expérience d'un plaisir. Et cette expérience du plaisir, elle renvoie fondamentalement chez Heidegger à l'homme entendu comme être vivant, comme Leben. Et pour Heidegger, c'est complètement manquer la grandeur, entre guillemets, de l'art. Dans l'art, il n'y va pas seulement du plaisir et de la beauté, il y va de la connaissance et de la vérité, il y va d'un rapport à l'être lui-même. Et par conséquent, la dimension de l'homme qui est appelée dans l'expérience artistique, c'est non pas l'homme comme Leben, comme vivant, c'est l'homme comme Dasein, c'est-à-dire comme étant qui a ce privilège ontico-ontologique de se rapporter à l'être. Ouais. Voilà le motif fondamental de la critique heideggerienne de l'esthétique, alors pour des raisons d'ailleurs discutable, esthétique qui fait remonter à Platon et Aristote dans son cours sur Nietzsche de 35-36, au moment où il parle des 6 faits fondamentaux tirés de l'histoire de l'esthétique. D'accord, ok. Donc il y a des clarifications dans ce passage, quoi. Voilà, c'est un passage important, et il renvoie à Platon et Aristote, sous-entendu. La véritable philosophie de l'art commence avec lui. Il a fallu l'attendre pour commencer véritablement à philosopher sur l'art. D'accord. Et alors, d'autant plus, ça peut être aussi l'occasion de rappeler que justement, il a été un peu pensé de la part d'un historien de l'art, parce qu'il y a un peu cette pompe heideggerienne, et en même temps, Shapiro s'est un peu moqué, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Alors, retour aux chaussures. Il y a. Alors c'est intéressant. C'est une anecdote qui justement a une portée au-delà de l'anecdotique. C'est-à-dire que ça révèle un trait, un défaut propre au phénoménologue de l'art, Heidegger en particulier, mais peut-être
plus généralement propre aux philosophes de l'art, qui est de parler de l'art un peu hors sol, c'est-à-dire sans vraiment savoir de quelles œuvres d'art, de quels artistes on est en train de parler. Et donc, Heidegger, dans l'origine de l'œuvre d'art, en tout cas le dernier texte, le texte de fin 36, première partie, il parle de ce tableau bien connu de Van Gogh dans lequel il représente des chaussures. Et donc il y a un historien de l'art américain qui va prendre contact directement avec Heidegger et qui va publier un texte en 1968. Donc le texte de Heidegger c'est 36, réponse de Meyer Shapiro, donc ce critique d'art américain, cet historien de l'art américain. Il date de 1968. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire il y a deux problèmes avec le texte de Heidegger sur les vieux souliers de Van Gogh. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas de quel tableau il parle. Or, la description qu'il en fait, ça peut correspondre à 3 tableaux de Van Gogh dans lesquels il représente des chaussures, et Meyer Shapiro dénombre pas moins de 8 tableaux de Van Gogh représentant des chaussures. Donc, on ne sait pas de quel tableau il parle, ce qui est quand même un peu problématique. Et puis, ça pose aussi le problème de savoir est-ce que tous les tableaux de Van Gogh représentant des chaussures disent la même chose. Est-ce que les tableaux n'ont pas chacun leur singularité et leur propre vérité? Ça, c'est le premier problème. Le second problème, et peut-être plus problématique, c'est que Heidegger attribue les chaussures à une paysanne rentrant des champs. Et Meyer Shapiro va dire rien n'est plus faux, parce que le tableau auquel il semble faire référence a été peint par Van Gogh en 86-87, c'est-à-dire un moment où Van Gogh est en séjour à Paris. Et dans sa correspondance, au même moment, Van Gogh dit à divers correspondants qu'il a peint ses chaussures. Donc ce ne sont pas les chaussures d'une paysanne rentrant des champs, c'est les chaussures d'un homme, Van Gogh lui-même, citadin. Donc, vous voyez, on ne peut pas être faire un contresens plus massif, vraisemblablement. Et puis il y a une ironie du sort, c'est qu'il parle de terre sur les chaussures, et de la terre, alors que lui il est hors sol en fait. Il y a un problème. Bon, merci. Je pense que là déjà ça nous donne un bon paysage heideggerien sur le thème de l'art. Je pense qu'on peut avancer et aller voir donc une autre phénoménologie de l'art qui est classique et qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est celle de Maurice Merleau-Ponty. Alors, je ne sais pas si je vais te laisser nous éclairer, mais je ne sais pas si on peut parler de la conception de l'art ou plutôt de les conceptions de l'art chez Merleau-Ponty au fil de son œuvre. Et pour aborder Merleau-Ponty, tu proposes de partir si je ne me trompe pas, d'un tableau de Cézanne, de Paul Cézanne, qui s'intitule La table de cuisine. Donc, peinte entre 1888 et 1890, hein, tu as noté. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors, je dirais d'abord que chez Merleau-Ponty, il n'y a pas plusieurs théories de l'art. Je dirais qu'il y a plutôt un approfondissement progressif de sa conception de l'art. Et je distinguerait dans son cheminement intellectuel 3 grandes périodes. Une première dans laquelle il adopte le point de vue du spectateur sur l'art, sur les œuvres d'art, et donc cette perspective est en continuité avec la phénoménologie de la perception. Dans la phénoménologie de la perception, il étudie le sujet de la perception en rapport avec le monde de la perception, et donc c'est dans cette première étape qu'il va étudier ce sujet de la perception spécifique qui est le spectateur, face non pas au monde de la perception, mais face à un objet perçu qui est une œuvre d'art. Ce sera pour le situer dans les années 40. Dans la première moitié des années 50, il va passer du point de vue du spectateur au point de vue de l'artiste. Va passer de l'expérience esthétique à ce qu'on pourrait appeler l'expérience poétique, l'expérience de celui qui est dans le poiène, c'est-à-dire qui est dans le faire artistique. Et en particulier, il va se mettre à la place du peintre et se poser des questions massives du type pourquoi un peintre se met à peindre et quelle est l'essence de l'acte créateur. Donc ça, on pourrait situer ça au début des années 50.
au moment de la rédaction de la prose du Monde, notamment il y a un chapitre très important qui s'appelle le langage indirect, qui va être repris dans les temps modernes sous la forme d'un long article qui s'appelle le langage indirect et les voix du silence. Voilà, c'est vraiment un texte, à mon avis, majeur de Merleau-Ponty, et qu'on cite moins que l'œil et l'esprit, ou la phénoménologie de la perception, ou le doute de Cézanne, mais qui, à mon avis, est majeur. Et puis, troisième période, il va continuer à se situer dans l'expérience poétique, l'expérience du créateur, mais il va déporter la création de l'artiste du côté de l'être. C'est-à-dire que c'est l'être lui-même qui devient le créateur véritable. Et l'artiste, son instrument, ou l'artiste humain, son intramondain, son instrument, son intermédiaire. Il y a une phrase qui finit le chapitre, qui est à la fin du chapitre 4 de l'œil et l'esprit, il dit c'est l'être muet qui lui-même en vient à manifester son propre sens. Donc, autrement dit, c'est l'être qui est le créateur véritable. Donc voilà, il me semble qu'il y a une radicalisation du propos. On part de l'expérience, le point d'arrivée de l'art, l'œuvre d'art déjà là, qui s'offre à la contemplation du spectateur, et il va régresser à l'œuvre d'art qui n'est pas encore créée, et même où le véritable créateur, c'est l'être lui-même. Alors, je propose de regarder la table de cuisine, qui est un tableau qui permet de comprendre, à mon avis, l'approche qu'a Merleau-Ponty de Cézanne. L'une des grandes idées du premier Merleau-Ponty, du Merleau-Ponty de la structure du comportement et surtout de la phénoménologie de la perception, c'est que nous méconnaissons le monde de la perception. Le monde de la perception qui, chez Merleau-Ponty, occupe la place du phénomène, du monde, une fois qu'on a retiré tout ce qui est de provenance humaine. D'accord. L'objectif, c'est de revenir à ce monde de la perception, et l'instrument qui permet de revenir au monde de la perception pour Merleau-Ponty, c'est la psychologie de la forme. Donc, autrement dit, c'est l'étude d'une partie de la science en plein essor dans la première moitié du XXe siècle, qui est la Gestalt psychologie ou la psychologie de la forme. Et Merleau-Ponty va rencontrer dans le même temps la peinture de Cézanne, et va considérer que la peinture de Cézanne, c'est une forme de psychologie de la forme qui s'ignore. Autrement dit, les leçons de la Gestalt psychologie se retrouvent dans la peinture de Cézanne. Et alors, dans la table de cuisine, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un tableau qui a plein de bizarreries. C'est les bizarreries du tableau que je trouve intéressantes. Alors, on peut lister quelques bizarreries. Par exemple, il y a des poires sur la table, et ces poires paraissent complètement démesurées par rapport à d'autres fruits sur la table. Les pommes, il y a un citron. C'est un peu bizarre, cette taille de poire. Les proportions. Voilà, les proportions sont un peu étranges. Autre bizarrerie, le pot de gingembre, c'est le pot un peu violacé. Ouais. Il est vu de surplomb, alors que le reste de la vaisselle, le reste des fruits sont vus frontalement. Et pourtant, c'est des objets qui sont les uns à côté des autres. Alors, c'est assez bizarre. Troisième bizarrerie, si on s'amusait à faire se rejoindre les lignes de la table, on se rendrait compte que le panier de fruits qui est à droite ne tient pas du tout sur la table. En fait, il est en lévitation. Et puis, dernière bizarrerie, il y en aurait beaucoup, mais la dernière bizarrerie, c'est si on fait se rejoindre les bords de table en face, là, qui sont disjoints par la nappe, on se rend compte que ces bords de table ne se rejoignent pas du tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Merleau-Ponty ne pense pas à ce tableau, il pense à un autre tableau, c'est d'ailleurs problématique parce qu'il y en a trois, et on ne sait pas lequel des trois il fait allusion, mais c'est dans le doute de Cézanne. Il y a un tableau représentant Madame Cézanne avec derrière elle une frise noire. Et si on s'amuse à faire se rejoindre les deux bords de la frise noire qui sont rompus par Madame Cézanne au premier plan, ils ne se rejoignent pas. Il dit c'est ce que nous apprend la psychologie de la forme, ce que nous apprend l'étude psychologique de la perception, c'est que ça se passe comme ça dans la perception. Les bords apparaissent disloqués alors qu'on sait qu'ils ne le sont pas.
On les voit disloqués, mais on sait qu'ils ne le sont pas. Et bien c'est ça que fait Cézanne. Il nous montre non pas ce qu'on sait, il nous montre ce qu'on voit. Et alors, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant dans ce tableau, c'est qu'il est particulièrement en rupture avec ce qu'on appelle la perspective dite linéaire. Et plus généralement, Cézanne, il est en rupture avec la perspective. Perspective qu'il ne faut pas comprendre comme la tentative de rendre la profondeur sur une surface à 2 dimensions, mais la perspective plutôt compris comme étant une reconstruction humaine et géométrique de la réalité perçue. Autrement dit, voilà, pour le dire avec les termes de Merleau-Ponty, il ne faut pas confondre la profondeur et la perspective. La profondeur, c'est ce que l'on perçoit, ou plutôt on perçoit pas la profondeur, on perçoit en profondeur. Mais la perspective, c'est cette profondeur transformée par l'homme. C'est les œuvres perspectivistes, ce sont des œuvres dans lesquelles l'homme agence le monde qui lui fait face de manière rationnelle. Bref, le monde perspectiviste, c'est un monde transformé par l'homme. Que fait Cézanne ? Il régresse du monde transformé par l'homme au monde débarrassé de tout ce qui est de provenance humaine. Bref, c'est l'acte phénoménologique par excellence. Parce que, en plus, on peut le redire, c'est une manière de redire, parce que je pense que c'est très bien de dire ça, mais en fait, cette manière perspectiviste elle parasite, en fait, notre perception du quidam, en fait, on pourrait dire. Et Cézanne a cette force, en fait, de nous en débarrasser, d'une certaine façon. Il y aura quelque chose comme ça, peut-être Oui, complètement. Il y avait une phrase de Kant dans l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, c'est « nous sommes civilisés au point d'en être accablés ». Je pense qu'on pourrait dire la même chose avec Merleau-Ponty et Cézanne, c'est-à-dire que nous sommes civilisés, nous sommes savants, nous sommes cultivés au point d'en être accablés, c'est-à-dire on ne voit plus le monde de la perception, ce qui semble être à portée de main est en fait le plus éloigné de nous. Et c'est ce qui fait que on a d'abord un sentiment d'étrangeté face aux œuvres de Cézanne. On a presque même le sentiment d'un manque de technicité artistique. On a envie de dire elle aurait pu s'appliquer. En fait, pas du tout. C'est au contraire, c'est un surcroît de vérité. Voilà, il y a une phrase de Matisse. Que n'utilise pas particulièrement Merleau-Ponty, pas du tout, qui dit « l'exactitude n'est pas la vérité ». Et je pense que c'est exactement ça la peinture de Cézanne. Les peintures de Cézanne sont inexactes du point de vue de la géométrie et sont pourtant supérieurement vraies à des œuvres perspectivistes. On comprend bien le travail finalement de révélation là, pour le coup, de l'œuvre d'art, du monde de la perception au sens de Merleau-Ponty. Donc ça serait un peu, on va dire, le premier moment que tu rappelais. Donc le moment perceptif, là, on l'a bien ressaisi, je crois. Est-ce que tu repartirais de la même toile ou d'une autre toile pour aborder donc le second moment que tu intitules des fois le moment de l'expression, qui est peut-être plutôt relié à la poésie, au moment de la poésie chez Merleau-Ponty. Oui, l'idée de la phénoménologie de la perception, c'était de régresser du monde humanisé, ce que Merleau-Ponty appelle le monde de la représentation, vers le monde déshumanisé, qu'il appelle le monde de la perception. À partir des années 50, le mouvement va être progressif. Il va s'agir de remonter du monde de la perception et des choses ressaisies comme sens perceptif vers les significations langagières notamment, vers le sens entendu comme idéalité. Et pour montrer que de la même manière qu'une chose est un sens perceptif, effondré pour ainsi dire dans ses qualités sensibles, et bien de la même façon le sens langagier, l'idéalité, la signification langagière n'est jamais désincarnée, elle n'est jamais en dehors de la chair des mots, de la chair du langage. Et pour montrer ça, Merleau-Ponty va s'intéresser à généralement l'expression qui consiste à constituer une signification langagière, mais pas seulement, ça peut être l'expression artistique. Et c'est à cette occasion-là qu'il va s'intéresser à l'art et notamment à la peinture, enfin qui va s'intéresser de nouveau à l'art et à la peinture, et qui va changer un peu son angle de réflexion sur l'art et la peinture, pour montrer que précisément
dans la peinture, il s'agit de transformer le sens perceptif en un nouveau sens, le sens d'une toile par exemple, mais on le comprend tout de suite avec le sens d'une toile, le sens de la peinture n'est pas ailleurs que dans les formes et les couleurs de la peinture. Et c'est ce qui fait l'intérêt pour Merleau-Ponty, l'intérêt philosophique de l'acte pictural. On comprend par le peindre l'exprimer en général, et notamment les significations langagières. Parce que le problème des significations langagières, c'est qu'on croit qu'elles peuvent exister indépendamment des signes. Et ce que nous rappelle donc la leçon, pour ainsi dire, de l'art et de la peinture en particulier, c'est que le sens n'existe jamais indépendamment des signes. L'exemple que prend Merleau-Ponty, en particulier dans le texte Le langage indirect, et qu'il reprend dans Le langage indirect et les voix du silence, c'est un exemple malrussien, l'exemple de Malraux, de la femme qui passe dans la rue. Et il dit, voilà, si je ne suis pas peintre, cette femme qui passe dans la rue va m'apparaître comme une perception, pour ainsi dire, achevée, une perception à laquelle il n'y a rien à rajouter. Cette femme qui passe dans la rue, qui marche, m'apparaît comme un écart, comme une déviation par rapport à ma norme du marché. Autrement dit, si je l'aperçois, si pour moi elle fait sens, si elle m'interpelle, c'est parce qu'elle m'apparaît comme une déviation de ma propre mobilité. Mais voilà, fin de la perception, si j'ose dire. Je ne suis pas peintre, pour moi c'est une perception qui a tenu toutes ses promesses. Mais si je suis peintre, dit Merleau-Ponty, cette perception va m'apparaître comme seulement ébauchée, comme incomplète, comme lacunaire. Pourquoi ? Eh bien, il va y avoir comme une sorte d'appel du spectacle perceptif à une reprise et une prolongation. Et que va faire le peintre ? Eh bien, il va transformer cette femme qui marche, qui est un écart ou une déviation par rapport à ma norme de mobilité, il va transformer cet écart en norme. C'est ça l'acte créateur pour Merleau-Ponty, c'est ça l'expression en particulier, et l'expression artistique ou picturale, c'est de transformer un écart en norme. Alors il y a toute une série de termes synonymes, ce qu'il appelle norme, c'est aussi selon les contextes un système d'équivalence, c'est aussi un niveau, c'est aussi une dimension. Et voilà ce que fait le peintre. Il transforme cette femme qui marche, qui est un écart par rapport à ma mobilité, en norme. Alors cet exemple il est à la fois clair et en même temps pas clair du tout, parce qu'on ne comprend pas ce que signifie transformer une femme qui marche dans un tableau. C'est pour ça qu'il y a un autre exemple qu'il prend, c'est l'exemple de la profondeur et de la perspective. La perspective, elle est comme esquissée dans la profondeur, c'est ce fameux écart qui va être élevé à l'état de norme dans les tableaux, dans la longue tradition picturale perspectiviste. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui était là, mais de manière embryonnaire, voire sourd, et que l'artiste va ériger en ce qu'il appelle un système d'équivalence, c'est-à-dire que tout va prendre sens maintenant par rapport à la perspective. C'est ça, toute la toile va résonner en fonction de cette norme en fait. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui n'était qu'un écart va devenir une norme. Générale, d'accord. Non, donc ça c'est le moment vraiment expressif. Et tu as déjà un peu esquissé ce qui se jouait dans le moment de l'inspiration. C'est comme si on pourrait dire... alors tu le dis, finalement on revient, Merleau-Ponty en vient à revenir presque en deçà de la corrélation entre l'artiste et l'œuvre d'art, et il en vient à l'être. Si je casse un peu le suspense, tu m'en voudras pas, mais l'être chez Merleau-Ponty ça résonne plutôt comme synonyme du monde, quoi. On pourrait dire ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais revenir et peut-être même mettre... Là, il y a peut-être une continuité qui se fait entre Merleau-Ponty et Michael Dufresne, qui parlera peut-être, lui, non plus de monde, mais de nature, carrément de nature. Oui. Je ne sais pas si c'est un grand écart ou si... Oui, il y en a... Alors,
il y aurait beaucoup de choses à dire sur la distinction entre être et monde chez Merleau-Ponty. Bon, peu importe, prenons-les pour des synonymes. Et en effet, dans la dernière étape de son cheminement philosophique, en particulier dans l'œil et l'esprit, Merleau-Ponty est conduit, alors jamais clairement et jamais de manière vraiment claironnante. C'est là, et en même temps, il n'en fait pas grand cas. Merleau-Ponty conduit à faire de l'être le créateur véritable, et la formule que j'ai citée tout à l'heure. Et par exemple, dans l'œil et l'esprit, il nous dit que l'être révèle, à travers la peinture moderne, son secret perceptif. Précisément, comment l'être s'y prend pour faire un spectacle perceptif qui se tienne, c'est-à-dire un spectacle étagé selon la logique de la figure et du fond, ou de l'écart et de la norme, dont j'ai aussi parlé tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité avec Michel Dufresne. En plus, il y a une continuité à peu près dans les mêmes dates, c'est-à-dire que l'œil et l'esprit, c'est 1960, et Michel Dufresne écrit en 1963 un texte qui s'appelle Le Poétique. Et dans ce livre, il soutient l'idée que finalement les œuvres d'art, en particulier la poésie, sont l'œuvre de la nature, donc ce qui correspondrait avec un certain nombre de réaménagements et un certain nombre de choses à repréciser, mais ce qui correspondrait à l'être chez Merleau-Ponty. Donc chez l'un comme chez l'autre, et d'ailleurs ça rejoint, ça fait aussi penser au Heidegger de l'origine de l'œuvre d'art, cette aspiration poématique de la vérité vers l'œuvre. Ben voilà, il y a comme une aspiration de l'être chez Merleau-Ponty vers l'œuvre, et chez Michel Dufresne, il y a une aspiration de la nature vers l'œuvre, tout se passant comme si l'artiste était ce prête-corps que le monde, l'être, la nature se donne pour apparaître dans les œuvres d'art. Et en effet, tu as parlé en deçà de la corrélation entre l'homme et l'œuvre d'art, entre l'artiste et l'œuvre d'art. En effet, je pense que chez ces auteurs-là, la corrélation fondamentale, elle n'est pas entre l'artiste et le monde, entre l'artiste pardon et son œuvre d'art, elle est entre le monde et l'œuvre d'art. Sautant par-dessus l'artiste. L'artiste, il est évanouissant ou évanescent, il n'a pas vraiment d'existence, il ne fait pas obstacle au philosophe. Le philosophe passe dessus, par en dessous ou à travers, pour faire du monde, de l'être, de la nature, le créateur véritable. Ça me paraît symptomatique de la phénoménologie. C'est ça, c'est d'ailleurs, là on peut en profiter, c'est quelque chose que tu développes beaucoup dans ton livre, et c'est un moment critique très très fondamental pour toi, parce que tu en viens même à parler d'un tournant téléologique ou théologique en fait de la phénoménologie de l'art, presque à ce moment-là, quoi. Car le monde ou la nature en viennent finalement à avoir des fins, à poser des fins et à incarner une forme de divin, d'entité divine. Oui, tout à fait. En 1991, Dominique Janicot parlait d'un tournant théologique de la phénoménologie française, et il pensait à Lévinas, à Jean-Louis Chrétien, à Jean-Luc Marion et à Michel Henry. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mettait du bon côté des phénoménologues respectables, il mettait Merleau-Ponty, il mettait Michel Dufresne, il mettait Henri Maldinet. Or, on pourrait montrer, et j'ai tenté de le faire dans mon livre, que Merleau-Ponty, Dufresne et Maldinet sont aussi du côté de la théologie, et qu'il y a une forme de théologie chez eux, au sens où ils pensent fondamentalement le monde ou l'être ou la nature comme une réalité douée d'une forme de conscience minimale, ou en tout cas d'un désir minimal. Chez Dufresne, ça en va jusqu'à l'idée de ce qu'il appelle un éros cosmique. Autrement dit, il y a un désir du monde, pas un désir de l'homme vis-à-vis du monde, mais un désir qui est inscrit dans le monde lui-même. Et ce désir, c'est un désir d'apparaître, un désir d'accéder à la manifestation. Et de ce point de vue, il y a une forme de scénario qui n'est jamais explicite à ce point-là, quoique chez Dufresne ça devient de plus en plus explicite. Scénario qui veut que tout se passe comme si le monde se donnait l'homme, et en particulier l'homme artiste, pour accéder à la manifestation dans les œuvres d'art. Et alors cette idée me paraît
revenir d'un phénoménologue de l'art à l'autre, en particulier chez ceux que j'appelle les grands phénoménologues de l'art, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment appuyé leur théorie de l'art sur une métaphysique derrière. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un. Il faut le mentionner parce que c'est je pense, une idée importante. Quoi, oui, oui. Ah, voilà, j'avais une idée qui m'a échappé et qui revient. Ouais. C'est que non seulement c'est un scénario qui revient d'une grande phénoménologie à l'autre, mais c'est un scénario qui me semble ruineux. Autrement dit, ruineux au sens où, selon moi, on n'a plus affaire à de la phénoménologie quand on en vient à dire que c'est le monde qui crée des œuvres d'art. Et on n'a même plus affaire à de la philosophie, on a affaire à de la théologie. Ouais. Oui, c'est très clair pour toi en fait. Ouais. On peut avancer, peut-être arriver à un autre très grand phénoménologue français de l'art, qui est quand même, on entend moins parler de lui par rapport à Merleau-Ponty, mais vraiment, il devient central en fait, et aujourd'hui il retrouve beaucoup d'importance aussi dans les études sur la phénoménologie de l'art. C'est Henri Maldinet, tu l'as un petit peu cité tout à l'heure. Justement, lui aussi s'intéresse beaucoup à Cézanne. Tu proposes de partir de la montagne Sainte-Victoire vue de l'Auve. À partir des Lauves, pour faire peut-être une transition entre Merleau-Ponty et Maldinet, voir comment l'un et l'autre interprètent différemment une même œuvre d'art. Alors, même si les deux n'ont pas parlé spécifiquement de cette œuvre d'art. Mais ça serait très intéressant, parce qu'on va le comprendre assez vite. En fait, chez Maldinet, il y a une conception, on pourrait dire, presque événementielle de l'œuvre d'art. Et donc, ça peut être intéressant de partir du même support, enfin, à peu près des mêmes... Oui. Henri Maldinet, c'est un phénoménologue majeur, un phénoménologue de l'art majeur, en effet moins connu que Merleau-Ponty par exemple, ou que Heidegger dont on a parlé, pour deux raisons, qui tiennent à l'histoire, qui sont que Maldinet était lyonnais et pas parisien, donc ça n'aide pas pour le rayonnement universitaire et philosophique, et puis aussi pour cette raison qu'il a publié très tard. Son premier livre, Regard, Parole, Espace, c'est 1973. Il avait déjà un âge avancé, Henri Maldinet, au moment où il a publié son premier livre. Alors, l'œuvre dont je propose de partir, elle est intéressante, c'est une Sainte-Victoire vue des Lauves. C'est un endroit où Cézanne a peint plusieurs Sainte-Victoires. Alors, le tableau est intéressant parce qu'il y a beaucoup de plages de vide ou de blanc. Et alors Merleau-Ponty dirait que voilà, ces lacunes, le spectateur, la première chose qu'il se dit, c'est que c'est une œuvre inachevée, caractérisée par ce qu'on appelle le non finito, le fait de ne pas terminer son œuvre, alors que c'est une œuvre, si on se mettait à la place de Merleau-Ponty, tout à fait achevée en fait. Et cet inachèvement, c'est précisément l'inachèvement de l'empreinte de l'homme sur le monde de la perception. C'est ça que veut faire ressortir Cézanne. Il veut essayer de nous montrer, par ces plages de vide, le monde de la perception avant qu'il ne soit transformé en monde de la représentation par l'homme. Voilà une lecture merleau-pontienne de ce tableau. Et maintenant, mettons-nous dans l'analyse de Henri Maldinet. Alors, il arrive à Henri Maldinet, en tout cas dans l'art, les clairs de lettres, de parler de cette œuvre-là. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la même chose, ce sont ces plages de vide, ces blancs, mais il a une toute autre lecture. Alors voilà quelle est la lecture de Maldinet. Pour Maldinet, au fond, l'œuvre d'art, elle comporte deux niveaux de dévoilement. Elle dévoile, alors c'est un peu comme chez Heidegger, mais d'une autre façon, mais même il y a un lien très profond qui unit Maldinet à Heidegger, on va peut-être arriver à le pressentir. Une œuvre d'art, il y a deux niveaux de dévoilement de l'étang, dévoilement de l'être, ou ce qu'il appelle aussi dévoilement du monde. Le dévoilement de l'étang, pour Maldinet, nous vivons dans un monde profondément transformé et altéré par l'homme du fait de notre impératif de survivre. Nous avons besoin d'avoir affaire à des formes stables, fixes et bien identifiées pour pouvoir survivre. C'est ce qu'il appelle la prose du monde. Nous vivons dans la prose du monde. Et ce monde, ce n'est pas l'étang, c'est ce qu'il appelle l'inétang, c'est-à-dire l'étang tellement transformé qu'il n'y a même plus de consistance ontologique. Que
que fait l'œuvre d'art, par exemple cette œuvre d'art de Cézanne? Eh bien, elle nous reconduit du monde de la perception ou de la prose du monde au monde véritable, le monde du sentir, dans lequel les choses perdent leur signification et apparaissent. C'est ce que l'on voit, c'est le sensible, étant entendu que ce qui est fondamentalement sensible. Et pour Maldinet, il y a cette idée que la signification, le fait de pouvoir identifier des choses, ça n'est pas réel. La signification, elle est au niveau du monde de la perception, de la prose du monde. Là, c'est presque un niveau merleau-pontien à ce moment-là, non? Oui et non. Oui, en ce sens que, comme chez Merleau-Ponty, il y a cette régression d'un monde à un autre, mais non au sens où pour Merleau-Ponty, dans le monde véritable, il y a déjà du sens, ce qu'il appelle le sens perceptif. Alors que pour Maldinet, les qualités sensibles sont inintentionnelles, c'est-à-dire insignifiantes. Le monde du sentir, le monde véritable, c'est un monde dans lequel on perd ses repères parce qu'on est incapable d'identifier quoi que ce soit. C'est un monde chaotique. D'accord. Et précisément parce qu'il est chaotique, le premier réflexe, parce que c'est un monde qui surgit à la faveur d'événements. Et le réflexe de l'homme, c'est de tout de suite rapatrier les significations et donc le monde de la perception. C'est d'occulter ce monde. Or, que fait l'artiste et que font les œuvres de l'artiste? Ils arrivent à nous faire demeurer un certain temps dans ce monde chaotique. Alors comment? Précisément en faisant des formes. Alors ce qu'il appelle forme Maldinet, c'est quelque chose de très précis. C'est-à-dire... il reprend le terme allemand Gestaltung, c'est-à-dire forme en formation. C'est pas la Gestalt, c'est-à-dire la forme achevée, c'est la forme incessamment inachevée. Et donc, dans le tableau qu'on a sous les yeux, ce qui permet d'inachever les formes, le paysage de la vallée, le paysage de la montagne, la vallée, ce sont les plages de blanc. Les blancs sont au service de la forme, c'est-à-dire au service de l'infinitisation de la forme. Si les formes étaient bien délimitées, on n'aurait plus affaire au monde du sentir, on aurait affaire au monde de la perception. Donc voilà à quoi servent les blancs dans ce tableau. À un premier niveau, c'est de permettre aux formes de ne pas se fermer, de ne pas être objectivées, et ainsi de permettre au spectateur de demeurer le temps de l'expérience esthétique dans le monde du sentir. Ça c'est le premier niveau, mais ce n'est pas le niveau le plus fondamental. Non, c'est pas le niveau fondamental. C'est la raison pour laquelle Maldinet il a cette phrase, il dit l'esthétique artistique transcende l'esthétique sensible. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement dans l'art de revenir au monde du sentir. Il faut régresser encore à un autre niveau. Et à un niveau où ce qui va se révéler, ce n'est plus l'étant, mais l'être. Et qu'est-ce qu'il entend par être Maldinet? Eh bien il entend, et c'est là que ce qu'on a dit sur Heidegger va nous aider, il entend ce que Heidegger entend par monde, c'est-à-dire cette lumière dans laquelle, qui éclaire les étangs et qui les fait accéder à l'être. Eh bien, une grande œuvre d'art, c'est une œuvre qui nous montre pas tellement des formes, mais qui nous montre de la lumière. Une œuvre d'art, c'est une œuvre éblouissante ou fascinante. C'est ça l'expérience esthétique fondamentale pour Maldinet, c'est de la fascination, c'est de l'éblouissement. Et donc, en fait, voilà ce qu'on voit dans cette œuvre, ce qu'il faudrait voir, ce à quoi il faudrait être attentif, c'est ces blancs. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est une couleur lumineuse. Et donc, ces blancs sont à un premier niveau là pour arrêter la formation de la forme, pour l'infinitiser. Mais en fait, ce ne sont pas tellement les blancs qui sont au service de la forme, ce sont les formes qui sont au service des blancs. C'est-à-dire, toute la lumière des autres couleurs sont là pour exaucer, pour accroître la luminosité des blancs. Ce qui compte dans un tableau, pour Maldinet, c'est pas que les formes, que les couleurs délimitent des figures. Ce qui compte, c'est que les couleurs, elles irradient et qu'elles nous fassent voir cet espace ontologique qui est le monde ou l'être, qui fait exister les temps.
Oui, donc on voit bien les deux niveaux vraiment de révélation en fait. Voilà. Doublement révélatrice là. Voilà, le sensible, c'est le corrélat d'un sentir, alors que l'être, c'est le corrélat de ce qu'il appelle la transpassibilité. D'accord. La transpassibilité, mais le meilleur nom, ça serait vraiment la fascination et l'éblouissement, c'est-à-dire le fait d'être en rapport avec l'être, entendu comme un espace plein de lumière qui fait exister et être les temps. Et ce moment, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu le moment événementiel, un peu d'ouverture Oui, tout à fait. Ouais. Chez Maldiné, finalement, il y a l'événement à deux niveaux. L'événement au niveau du sentir, c'est-à-dire que on voit, par exemple, avec une œuvre d'art, on voit apparaître les couleurs auxquelles on ne prêtait pas attention. Premier événement, c'est-à-dire que ça constitue un déchirement dans la trame de notre quotidienneté. Dans la trame de notre quotidienneté, on est affairé dans des occupations pratiques utilitaires. On ne s'attarde pas sur les couleurs, par exemple, et là, l'œuvre d'art nous fait nous attarder. Premier événement. Mais c'est un événement d'un premier niveau. Mais un événement plus fondamental qui est celui du rapport non plus avec les temps, mais avec l'être. Et donc c'est ce qu'il appelle la transpassibilité. Ouais. Merci beaucoup, c'est très clair, je trouve, formulé comme cela. Une petite question encore sur Maldinet. On entend, pour lui, il me semble que justement il y a aussi une distinction qui est seconde pour lui entre ce qu'on appelle généralement l'art figuratif et l'art abstrait. Il y aura peut-être même une vérité de l'abstrait chez Maldinet. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu veux partir peut-être de la toile de Stahl, de la route? Oui, on peut partir de la toile de Nicolas de Stahl qui s'appelle La Route et du texte de Maldiné sur cette toile. Voilà, l'idée de Maldiné, c'est que l'abstraction, c'est l'acte fondamental de l'art. Ça veut donc dire que pour lui, l'art n'est pas abstrait ou figuratif, c'est selon les époques. Non, l'art, le grand art, il est nécessairement abstrait. Et pour le comprendre, j'ai déjà donné la raison fondamentale, à savoir que les couleurs ne sont pas là pour délimiter des formes figuratives, elles sont là pour irradier, elles sont là pour leur lumière et pas pour leur capacité à délimiter des figures. C'est ça que veut dire fondamentalement Maldiné par l'abstraction. C'est arriver à libérer les formes de leur capacité à former pour exagérer leur capacité à être lumineux et donc à être ce qui nous reconduit à l'être. C'est pour ça que par exemple Maldiné sera très attentif à l'architecture et à la lumière dans l'architecture. D'accord. Alors voilà ce que dit Henri Maldiné sur ce tableau de Nicolas de Stahl, aussi pour faire entendre à quel point Maldiné n'est pas un auteur facile à lire. Il exige de son lecteur beaucoup de patience. Alors voilà ce qu'il dit. Voici La Route, 1954. Les trois arbres et le bas-côté noir ont une intensité de présence proprement insoutenable. Le regard ne peut pas persévérer en eux. Donc c'est un tableau qui représente, on devine qu'il y a une route et trois formes qui représentent des arbres. Et Maldiné nous dit que quand on regarde attentivement ce tableau, on n'arrive plus à voir ces figures, la route et les trois arbres. Ils disparaissent à l'issue de leur apparition même. Non pas à la manière des trois arbres de Proust sur la route du Diménil qui s'enfoncent dans le temps, ils s'enfoncent eux dans l'instant de leur apparaître. Ils font voir leur vide. Simultanément, le fond, refoulé par leur apparition qui en oublie toutes les marques, apparaît tout à coup dans l'éclat de sa plénitude. L'éclat. C'est ça qui compte dans une œuvre d'art, c'est l'éclat. Le regard est requis par une double éminence, qu'il s'agisse de forme ou de fond, chacun apparaît au bord de son vide et sa réalité se change en celle de l'autre. Alors, je peux redire ce que j'ai déjà dit, mais avec d'autres concepts plus précis de Maldiné. Maldiné nous dit au fond une œuvre d'art, le plan de réalité ultime d'une œuvre d'art, c'est ce qu'il appelle le rythme. Et par rythme, il faut entendre l'articulation de deux mouvements
de sens contraire. Ces deux mouvements de sens contraire, c'est ce qu'il appelle la systole et la diastole. La systole, c'est le fait que la forme du tableau tend à se fermer sur elle-même, à devenir gestalt. Et la diastole, c'est non pas un mouvement vers la forme et la formation, c'est un mouvement au contraire d'expansion, précisément d'expansion de l'être. Et il nous dit les grandes œuvres d'art ont un rythme qui fait que la systole est contrebalancée par la diastole. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas le fait que la forme soit coupée dans son cheminement de formation. Ce qui compte, c'est que la luminosité, l'éclat de la forme soit mise au compte de l'apparition de l'être, du monde, ou de ce qu'il appelle par exemple dans ce texte du vide. Hein, ce que nous dit Maldinet en lisant en interprétant cette œuvre de Nicolas de Staël, c'est que la route et les trois arbres disparaissent, donc le moment systolique est vraiment secondarisé, et au profit du mouvement diastolique d'apparition de l'être. Il dit, ils s'enfoncent dans l'instant de leur apparaître, ils font voir leur vide. Donc simultanément le fond, c'est-à-dire l'être, la lumière du tableau, refoulée par leur apparition qui en oublie toutes les marques, apparaît tout à coup dans l'éclat de sa plénitude. Donc ce qui compte, c'est pour ainsi dire le disparaître de la forme au profit de l'apparaître de l'être. Et cet apparaître de l'être prend concrètement la forme d'une lumière éblouissante qui jaillit du tableau. Merci. En fait, le fameux combat qu'on a vu chez Heidegger entre terre et monde, eh bien, Maldinet, pour ainsi dire, le reconfigure en combat de la systole et de la diastole. Sauf que, à la différence de chez Heidegger, les deux termes sont. Il y a une forme d'équivalence. L'apparition des temps vaut autant que l'apparition de l'être. Alors que là, on comprend bien, avec cette analyse de Nicolas de Staël, du tableau de Nicolas de Staël, c'est qu'il y a une dénivellation. Ce qui compte, c'est l'apparition de l'être. C'est la diastole vaut davantage que la systole. L'accent est mis sur le vide, l'éclat. C'est ça. C'est ce qui fait les grandes étapes. Pour Maldinet, de l'histoire de la peinture. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il dit que, généralement l'histoire de l'art, il dit que l'histoire de l'art nous révèle où on en est de notre rapport à l'être. Et précisément, pour lui, le rapport à l'être, et pas seulement à l'étant, commence avec l'art byzantin jusqu'à Cézanne, jusqu'à Nicolas de Staël. D'accord. Pour lui, c'est ce moment où ce qui compte dans l'œuvre d'art, c'est la lumière. D'accord. Donc on est dans cette ère encore. On est dans cette ère, c'est ça. Ok. Voilà. Merci, c'est éclairant justement sur Henri Maldinet. Une dernière grande figure, j'aimerais aborder avec toi de la philosophie, de la phénoménologie de l'art. C'est celle de Michel Henry. Alors, il est, on pourrait dire presque, pas non plus en porte-à-faux, mais il est un peu plus ambigu par rapport à la notion de monde, on va sans doute y revenir, mais lui, il travaille et il s'intéresse beaucoup au peintre Kandinsky. Hein. Tu proposes d'ailleurs la toile Gelb-Rot-Blau de Kandinsky de 1925, et est-ce que tu peux nous, justement à partir de cette toile, nous instruire encore sur cette nouvelle conception? Oui, mais alors, Michel Henry développe une phénoménologie de l'art à partir de textes de Kandinsky sur la peinture, dans un livre qui me semble lisible, même si on n'est pas un spécialiste de phénoménologie. Ça me paraît être un très bon livre, ne serait-ce que pour s'introduire à la phénoménologie. Oui, voilà, je le trouve très accessible, très bien écrit, qui s'appelle Voir l'invisible sur Kandinsky. Et c'est vrai que c'est presque un commentaire de texte de Kandinsky, avec évidemment où Michel Henry retrouve presque miraculeusement toute sa philosophie dans Kandinsky, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, ça me paraît être un texte très clair, même si
je me sens, en tant que phénoménologue, très étranger à Michel Henry. Je trouve que c'est un texte que je prends toujours plaisir à lire et à relire. Alors, l'œuvre d'art que j'ai choisie, c'est moi qui l'ai choisie pour essayer de comprendre ce que dit Michel Henry sur l'art, c'est Gelb-Rot-Blau, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu, qui est une œuvre, si je ne dis pas de bêtises, autour du milieu des années 20 du siècle dernier. Prenons ce tableau. La première chose qui apparaît, c'est un tableau qui fait difficulté parce qu'on ne reconnaît pas des formes familières. En tout cas, on ne les reconnaît pas immédiatement. Alors on s'efforce un peu à essayer d'en retrouver. À gauche, il y a une sorte de visage vu de profil avec une sorte d'œil cerclé de rouge. Au milieu, il y a une forme un peu violacée qui ressemble à un lobe d'oreille. Donc on pourrait se dire, bah voilà, cette œuvre, c'est l'œil et l'oreille, hein, finalement. Et puis à droite, il y a cette forme un peu serpentine en noir, et il y a une sorte de trait noir. Voilà, on pourrait dire que c'est une sorte de lance contre un serpent, contre un dragon. Voilà, en fait, c'est Saint-Michel terrassant le dragon. Enfin, on pourrait interpréter, essayer de réintroduire de la figuration dans cette œuvre résolument abstraite. Alors précisément, que nous dit Michel Henry ? Il nous dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder cette œuvre-là. Si on essaie de l'aborder comme ça, on va être déçu et on va passer à côté. Précisément, l'intérêt des œuvres abstraites, et en particulier celle de Kandinsky, c'est d'effectuer l'époquée phénoménologique, de mettre entre parenthèses les formes familières, parce que les formes familières, elles ont pour effet de nous faire manquer ce que Michel Henry appelle nos impressions. Par exemple, alors, on va se concentrer, je pense, sur la question juste de la couleur, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire dans cette œuvre, elle est inépuisable, hein, il y a des formes très complexes, par exemple les damiers, alors, même la couleur, je vais beaucoup simplifier ce que je vais dire, mais par exemple, l'œuvre s'appelle jaune, rouge, bleu, mais il n'y a pas que du jaune, du rouge et du bleu, hein, même le titre est un peu simplificateur. Ce que nous dit Michel Henry, c'est que dans la perception quotidienne normale, on ne voit pas les couleurs. On ne les voit pas. Par exemple, je suis en train de conduire et il y a le feu qui passe au rouge. Je ne vois pas le rouge. Ce que je vois, c'est la consigne de m'arrêter. Donc, dans la perception ordinaire, c'est une non-perception de la couleur. Que fait la peinture abstraite ? Elle nous reconduit. Hein, on est vraiment dans de la réduction phénoménologique, dans une reconduction. On est reconduit à la couleur. Alors, pas seulement à la couleur, mais moi je simplifie en disant au moins la couleur. Et précisément à l'impression que la couleur fait sur nous. Et par impression, Michel Henry veut entendre deux choses. Alors une superficielle et une fondamentale. La première chose, c'est l'impression. C'est par exemple, quand on est face à jaune, rouge, bleu de Kandinsky, l'impression de la couleur, c'est d'abord on a affaire à telle teinte singulière de jaune, telle teinte singulière de rouge, telle teinte singulière de bleu. On ne voit jamais le bleu en général, on voit tel bleu singulier. Bon, ça c'est une première chose, mais c'est un peu superficiel. L'impression, c'est avant tout, pour Michel Henry, le retentissement intérieur de la couleur en nous. Et par exemple, Michel Henry, en s'appuyant sur Kandinsky, va dire que le jaune s'est vécu comme une couleur violente. Alors que le bleu, qui est à l'autre extrémité, s'est vécu comme une couleur pacifique. C'est ce qu'il appelle de divers noms, notamment la sonorité intérieure de la couleur. Et donc, que va faire Kandinsky ? Qu'est-ce que peindre à partir de là ? Peindre, ce n'est pas mettre ça et là des couleurs sur une toile, c'est mettre ça et là des affects sur la toile. Et donc, que Kandinsky ait mis le jaune à gauche, le bleu à droite, c'est pas... tout ça, c'est extrêmement réfléchi. Et en plus qu'il ait mis le jaune de façon un peu centrale, alors que le bleu est un petit peu élevé. Un tableau, une toile, ça a des zones. C'est des zones qui sont hétérogènes, qui n'ont pas la même valeur. Le bas, c'est la lourdeur, c'est la condamnation, alors que le haut, c'est la liberté, c'est l'élévation. Donc d'avoir mis le bleu plutôt dans les hauteurs, le jaune plutôt au milieu, tout est signifiant. Et voilà, Michel Henry examine tout ça dans le détail très bien. Mais
si on prend juste le fait qu'il est représenté du jaune et du bleu, le jaune à gauche, donc la gauche c'est le passé, la droite c'est l'avenir, ça veut dire qu'il a représenté une étape de vie violente qui va vers une étape de vie pacifique. Et bien c'est ça qu'il faut voir, entre guillemets, dans le tableau, plutôt ressentir, c'est ce passage d'un affect à un autre. Et justement, ce passage de l'affect à un autre, c'est ce que Michel Henry appelle la vie. Ouais, c'est ça. Ce qui est rendu visible, d'une certaine façon, dans un tableau de Kandinsky, c'est cet invisible qu'est la vie. Alors il y a un texte qui, à mon avis, dit la chose on ne peut plus clairement. C'est un texte de Voir l'invisible, vers la fin du livre. Voilà ce qu'il dit. Donc je lis ce texte. Notre vie est justement le passage constant de nos sentiments les uns dans les autres, et ainsi leur différenciation et leur diversité. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas quelconques. Elles obéissent à des lois rigoureuses qui ne sont plus les lois du monde, de l'espace, du temps, de la causalité, de la physique, de la mécanique, de la chimie, de la biologie, etc., mais les lois de la vie. La plus importante de ces lois, c'est justement le passage, lequel est d'ordre affectif et ne fait qu'exprimer la nature la plus profonde de la subjectivité. Parce que celle-ci est l'épreuve de soi, une façon de se souffrir soi-même, parce que se souffrir est identiquement pour la vie le moyen de s'emparer de son être et de jouir de soi, le passage est l'oscillation perpétuelle de la souffrance à la joie, oscillation qui constitue le fond de notre être. C'est cette histoire de nos sentiments que représente la peinture. Voilà, donc la peinture représente les sentiments. Et puis alors, voilà, quand il dit c'est le passage, l'oscillation perpétuelle de la souffrance à la joie, voilà pourquoi j'ai choisi le jaune, rouge, bleu, c'est que ça me semble être parfaitement cette oscillation perpétuelle de la souffrance à la joie. Donc, ça représente ce passage-là. Oui, c'est vrai que ça illustre bien cette conception, mais alors du coup, dans cette conception de l'art, existe le monde. Ou est-ce qu'il reste quelque chose du monde pour Michel Henry dans ces toiles-là ? Oui, on pourrait dire à première vue qu'il joue l'intériorité, la subjectivité versus le monde. D'ailleurs, je peux le rappeler tout de suite, mais chez Michel Henry, il y a une secondarisation, même dans sa philosophie fondamentale, du monde, c'est-à-dire au profit d'une vie immanente, alors que le monde, c'est cette transcendance qui a pour condition de possibilité la vie pour Michel Henry. Donc, finalement, quand tu parles tout de suite de la vie, on sent que dans la peinture, c'est pas ce qui l'intéresse en premier, le monde, on a l'impression. Tout à fait. Et alors justement, il faudrait voir précisément quelle est la place de Voir l'invisible sur Kandinsky dans l'itinéraire de Michel Henry, mais j'ai le sentiment, c'est un sentiment de lecteur non spécialiste de Michel Henry, qu'il cherche, en particulier dans les dernières pages de Voir l'invisible, à tempérer cette opposition qui structure pourtant de part en part sa philosophie. Il tente de tempérer l'opposition entre subjectivité et monde, et il commet dans les dernières pages une distinction entre nature et univers. La nature, c'est le monde entendu comme étranger à l'affectivité, pour le dire rapidement, alors que l'univers, ce qu'il appelle l'univers dans les dernières pages, ou le cosmos, c'est au contraire le monde en tant qu'il est transit d'affectivité, en tant qu'il résonne intérieurement. Et c'est précisément ce monde que nous montre Kandinsky. Donc j'ai l'impression que, après avoir opposé la transcendance à l'immanence, il cherche, Michel Henry, dans les dernières pages de Voir l'invisible, à essayer de les reconduire l'un à l'autre par cet intermédiaire de Kandinsky. On peut passer maintenant à la dernière et troisième partie de cet entretien. On a donc abordé donc au moins ces 4 grandes conceptions de phénoménologue de l'art. Et la question que je voudrais poser dans cette partie-là, pour commencer, c'est est-ce que traverser cette diversité de conceptions, ça nous empêche de poser une définition de l'art ?
Parce que on pourrait espérer justement d'une telle définition, si tu veux, quelque chose comme de tracer des limites qui permettraient d'identifier ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, ce qui n'en relève pas. Et ça rendrait par là d'ailleurs possible de repérer les productions qui se revendiquent d'être de l'art et qui n'en relèveraient pas pour autant. En effet, on a l'impression, en tout cas, on a une diversité de conceptions, mais on a l'impression quand même qu'on peut déjà pas réduire, par exemple, l'œuvre d'art à la cristallisation d'un imaginaire fantasque, ni même à la subjectivité isolée d'un artiste, on pourrait dire. Et encore moins peut-être aussi à la platitude d'un message religieux, politique, ça pose la question de l'art engagé, ce qu'on appelle l'art engagé, ou même à l'incarnation glorieuse d'une idée. Alors, est-ce que, malgré cette diversité, donc encore une fois, est-ce que l'œuvre d'art, pour le phénoménologue, il n'engage pas toujours quelque chose de commun, comme le monde, peut-être, tu en as parlé souvent de cette notion. Alors bon, c'est une question massive, difficile, mais je tenais à te la poser. Alors, en effet, c'est une question massive. Une évidence, c'est que les phénoménologues refusent de penser l'art comme le fait de transposer à l'extérieur une idée intérieure. Par exemple, Merleau-Ponty s'oppose à cette idée de laboratoire intime, de laboratoire secret dans lequel se préparerait intérieurement l'œuvre d'art qui, secondairement, serait produite à l'extérieur. Ce qui revient d'un phénoménologue à l'autre, je pense qu'on l'a pressenti avec les 4 que l'on vient de voir, c'est qu'il y a la notion de monde qui revient. Chez Heidegger, le combat de la terre et du monde, mais on pourrait dire que la terre c'est une figure corrélée quand même au monde, on reste dans le même registre. Chez Merleau-Ponty, le monde de la perception, que dévoile la psychologie de la forme ou Cézanne, et l'art moderne en général. Chez Henri Maldinet, l'être, il l'appelle le monde. Et chez Michel Henry, à la fin de Voir l'invisible, il rapatrie la révélation de l'art de Kandinsky à la révélation de ce qu'il appelle l'univers ou le cosmos. Donc, pour toutes ces raisons, il me semble qu'on pourrait affirmer que la phénoménologie de l'art se signale par l'affirmation selon laquelle il en va dans l'œuvre d'art d'une manifestation, d'une parution du monde. Voilà, formule que l'on pourrait retrouver presque exprimée de cette manière-là, d'un phénoménologue à l'autre. Ce qui va faire ensuite la différence d'un phénoménologue à l'autre, c'est la signification conférée au monde. Et là, on a bien compris que les 4 auteurs qu'on a vus aujourd'hui n'entendent pas du tout la même chose par monde. Et voilà, mais la phénoménologie se signale par la proposition selon laquelle l'art révèle le monde. Voilà, dès qu'il y a ce que j'appelle la proposition cosmophonique. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs, tu reviens d'ailleurs aussi dans ton livre beaucoup sur cette thèse, qui est, je pense, centrale effectivement en phénoménologie. Mais du coup, est-ce que ça donne des éléments pour discriminer, je veux dire concrètement, quand on va dans un musée ou dans une exposition, ce qui ressort de l'art et ce qui n'en ressort pas. Est-ce que de l'art qu'on dit, justement, comme je te dis dans la question, engagé, ou un art qu'on dit, c'est peut-être une catégorie un peu inconsistante, mais l'art conceptuel, un art qui justement incarne une idée, est-ce que finalement ça on peut l'exclure, ou est-ce que ça a une forme de conséquence pratique en fait cette définition? Alors je dirais qu'il y a peut-être 2 questions. Il y en a une, c'est est-ce que la phénoménologie de l'art s'arrête là où s'arrête l'art moderne, et donc est-ce que l'art contemporain est encore en prise avec cette révélation du monde? Alors je répondrais que oui, même si dans les textes, dans les phénoménologues existants, il n'y en a pas beaucoup qui se sont penchés sur l'art contemporain. Donc, mais ce n'est pas exclu, y compris dans l'art conceptuel où l'œuvre réside moins dans sa production extérieure que dans l'idée qui la préside. On pourrait réussir à rapatrier l'art conceptuel dans la proposition cosmophonique. D'accord. Ensuite, la question centrale et la plus difficile, c'est celle de savoir ce qui distingue une œuvre d'art
d'une chose qui n'est pas une œuvre d'art. Cette manière de poser la question, c'est une manière non phénoménologique fondamentalement. C'est une manière qui est plus propre à la philosophie analytique, qui se pose d'emblée cette question. Par exemple, quand je suis dans un supermarché et que je suis face à une boîte de tampons à récurer Brio, je ne suis pas dans la galerie Stable à New York face aux boîtes de Brio d'Andy Warhol. Voilà. Du point de vue de la perception, ce sont les mêmes boîtes, et pourtant l'une c'est un produit de supermarché, l'autre c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est comme ça que pose la question Arthur Danto dans The Art World, le monde de l'art en 1964. Un phénoménologue ne part pas de quand y a-t-il art, quand il n'y a pas art. Le phénoménologue part de son expérience esthétique personnelle, ce qui fait que le phénoménologue va librement choisir des œuvres de son, des œuvres qui lui plaisent spontanément, et va se demander qu'est-ce qui fait de cette œuvre qu'il reconnaisse d'emblée comme de l'art, qu'est-ce qui en fait de l'art. Alors, il me semble que là où se distingue fondamentalement la philosophie analytique de la phénoménologie de l'art, c'est que la philosophie analytique part du rapport entre, comme on pourrait dire, horizontal, entre art et non-art. Voilà, on a les deux de chaque côté. Quelle différence ? Alors que la phénoménologie a les moyens, en tout cas, pas dit qu'elle l'ait réalisée jusqu'à présent, de répondre à la question quand y a-t-il art, non pas à partir de ce rapport horizontal, mais à partir d'un rapport entre guillemets vertical, à savoir, il faut reconduire l'œuvre d'art à l'artiste. Il y a art quand ce qui est considéré comme une œuvre d'art est le fait d'un artiste. Donc pour comprendre si une chose est une œuvre d'art ou pas, il faut se demander si la personne qui lui a donné lieu est un artiste ou pas. Et ensuite, on régresse encore. Quand est-ce qu'il y a un artiste, quand est-ce qu'il n'y a pas un artiste ? Tout ça, ça nous conduit finalement vers une théorie de la genèse de l'artiste, genèse qui se fait dans le monde, donc d'où vient l'artiste, la genèse de l'œuvre d'art, appelle une genèse plus profonde qui est la genèse de l'artiste. Voilà, il me semble que pour arriver à répondre à cette question, quand y a-t-il art ? Quand avons-nous affaire à une œuvre d'art ? Il faut comprendre comment cette œuvre d'art vient s'insérer dans le trajet de l'artiste et pourquoi un homme est un artiste, pas seulement pour des raisons culturelles ou professionnelles, mais pour des raisons fondamentales, métaphysiques, et donc ça suppose d'en passer par une théorie du monde qui fait advenir des artistes, ce qu'on peut appeler une cosmologie. Bon, je te remercie pour cette réponse. Je voulais prolonger un peu cette réflexion sur une définition de l'art au sens philologique comme cosmophanie, en posant la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas quand même au fond, parce qu'on n'a pas vu toutes les phénoménologies de l'art jusqu'à maintenant, on a vu des principales on pourrait dire, mais il y a quand même une coexistence dans cette tradition phénoménologique de philosophes qui pourraient tendre vers une conception non mondaine de l'art. Peut-être on peut penser, peut-être parmi d'autres, en tout cas Jean-Luc Marion, qui justement peut-être serait plus en mesure de revendiquer une esthétique du visage, du regard, en se basant sur la tradition artistique millénaire de la peinture et de la sculpture de portraits et des icônes. Typiquement, Marion parle beaucoup des icônes byzantines par exemple. Ou bien est-ce qu'il serait encore possible de ramener cette ligne, à ton avis, du côté du monde, ou alors de considérer que cette conception est moins esthétique, au fond, cosmophonique, que éthique ou religieuse ? Alors, question redoutable. Je pense que, pour s'en tenir à la figure de Jean-Luc Marion, je pense qu'il y a une partie de ses textes sur l'art, sur l'esthétique, qui relève de la tradition mondaine. Je pense à un texte qui s'appelle « Ce que cela donne » dans La croisée du visible. Ouais. Mais en effet, il est vrai que les autres textes, alors je ne sais pas s'ils relèvent de la phénoménologie de l'art ou de la phénoménologie plutôt de l'image, où il y a la distinction topique entre idole et icône. Toute la charge positive étant du côté de l'icône et toute la charge négative du côté de l'idole. Là, en effet, on n'est plus dans une tradition mondaine,
dans laquelle il irait d'une manifestation du monde. On est plutôt dans une tradition théologique dans laquelle il y va d'une manifestation de Dieu, et notamment à travers l'icône. Sa distinction entre icône et idole qu'il développe à plusieurs endroits, par exemple dans la croisée du visible dont je parlais, ou dans Dieu sans l'être, il va opposer deux régimes de l'image contemporain, le régime de l'idole, où il va dire que l'idole, c'est ce visible qui se calibre sur notre désir pour y répondre, et où au fond, ce que l'on voit dans l'idole, c'est la satisfaction de notre désir, alors que l'icône, regarder l'icône, on ne regarde pas l'icône en tant que voyeur qui satisfait son désir, on la regarde en tant que voyant vu. Autrement dit, ce n'est pas nous qui voyons l'icône, c'est ce que Jean-Luc Marion appelle le contre-regard invisible de l'archétype, c'est-à-dire Dieu, qui nous regarde à travers l'icône. Et alors ce qui est assez paradoxal, c'est que l'icône, c'est une image qui renonce à elle-même. C'est une image affaiblie, une image sur laquelle on ne s'arrête pas. C'est une image à travers laquelle on passe. Notre regard atteint le regard divin. Ou plutôt, c'est le regard divin qui vient se poser sur nous à travers l'icône. Oui, c'est ça, c'est un sensible qui ne revendique pas la gloire, en fait. Voilà, pour reprendre la formule de Michael Dufresne, il va dans l'art du sensible dans sa gloire. Chez Jean-Luc Marion, plutôt dans la continuité donc, de Heidegger. Non, il n'y va pas du sensible dans sa gloire, dans l'icône, il y va de la gloire de Dieu, plutôt que du sensible. Oui, c'est ça. Donc, là, tu rapatrierais pas ça du côté de la cosmophanie, tu mettrais ça du côté... plutôt de la théophanie. Théophanie, ok. Alors, pour terminer, en guise d'ouverture, donc, parce que c'est encore une nouvelle fois, je suis désolé Charles, une question un peu massive, mais c'était important, je pense, pour ouvrir, de comprendre si on peut connecter les conceptions phénoménologiques de l'art avec la question du beau naturel. C'est-à-dire, au sens minimal, naturel, des temps non produits, non fabriqués directement par l'homme. Parce que, si tu veux, cette question m'intéresse parce que la réponse à cette question, elle aurait au moins deux conséquences, en fait. D'une part, ça nous aiderait à déterminer si le champ de l'esthétique peut être unifié ou non par la phénoménologie tout court. Et d'autre part, on pourrait statuer sur la question, on pourra statuer sur la question traditionnelle de l'imitation, de la mimésis, d'accord ? Au fond, est-ce que l'art relève en définitive d'une imitation de la nature ? Donc voilà la question un peu de la connexion de l'art et de la nature. Oui, alors, en effet, c'est d'autant plus massif cette question est d'autant plus massive que j'en vois trois. Je vois la question sur le beau naturel, sur l'imitation et sur l'unité de l'esthétique. Sur le beau naturel, j'ai dit au début de notre échange, il y a un relatif absentement de la beauté dans le corpus de la phénoménologie, et en particulier de la beauté naturelle, mais y compris la beauté artistique. Je pense, en effet, sur la beauté naturelle, il en est très peu question. Il en est question, par exemple, chez Michael Dufresne, dans un texte de 1955 qui s'appelle L'expérience esthétique de la nature, et où il va essayer de penser, d'appliquer ce qu'il a dit sur l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est un objet esthétique, c'est ce qu'il dit dans Phénoménologie de l'expérience esthétique, le livre de sa thèse principale. Et 2 ans après, il va se demander si les objets naturels peuvent être aussi qualifiés d'objets esthétiques. Alors il va répondre par l'affirmative, mais cette réponse va avoir pour effet de modifier profondément ce qu'il entend par objet esthétique. Puisque un objet esthétique dans la phénoménologie de l'expérience esthétique, c'est l'expression du monde de l'artiste, l'expression de son attitude existentielle. Du coup, si un objet naturel est un objet esthétique, ça veut dire qu'il est l'expression d'un monde, mais de quel artiste ?
Et cet artiste, ça sera la nature. Et c'est ce qui va le conduire sur le chemin de la subjectivation de la nature ou de sa théologisation, de sa divinisation. Alors voilà, pour le beau naturel, il en est peu question. Alors ça rejoint la question de l'unité de l'esthétique, à savoir, est-ce que en phénoménologie on entend par esthétique, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend une théorie de la sensibilité? Est-ce qu'on entend une théorie de la beauté, une calistique? Est-ce qu'on entend une théorie de l'art? Ou peut-être l'articulation des trois? Il était clair qu'il y a une articulation entre l'esthétique au sens de théorie de la perception, de la sensibilité, et théorie de l'art. Mais c'est moins évident que ça articule aussi une calistique, une théorie de la beauté. Il est très peu question de beauté finalement en phénoménologie, à de rares exceptions près. Je pense à 3 exceptions. Par exemple, Heidegger, ce que j'ai appelé tout à l'heure le double dévoilement de l'étant et de l'être, c'est ce qu'il appelle la beauté. Voilà, c'est le mode de dévoilement de la vérité dans l'art, le mode spécifique de dévoilement de la vérité, le mode artistique. C'est ça la beauté. En fait, beauté égale vérité, d'une certaine façon. Chez autre rare phénoménologue qui parle de la beauté, il y a Michael Dufresne. Et pour dire, voilà, est beau l'objet qui déploie ce qu'il appelle un monde. Et puis il y a un texte aussi de Jean-Luc Marion, que l'on citait tout à l'heure, qui est un peu paradoxal, qui se trouve dans la Croisée du visible également, et dans lequel lui il fait un paradoxal éloge de la laideur. Pour quelle raison? Parce que pour lui, la beauté, ça interrompt la circulation du regard vers Dieu. Au contraire, ce qui est beau, c'est l'idole. C'est ce qui vient satisfaire notre désir. Et donc, il y a une page assez étonnante où il fait l'éloge de l'art dit sulpicien, réputé de mauvais goût. Et il dit, voilà, alors que la beauté peut faire écran à notre contact avec Dieu, la laideur peut passer pour son paradoxal écrin, l'écrin vers le divin. Donc c'est un peu étonnant. Et puis, il y a un autre texte important sur la beauté, c'est le texte de Jean-Louis Chrétien, qui s'appelle L'effroi du beau, où il refuse l'opposition classique entre beauté et sublimité, beau et sublime, et où il cherche à les réidentifier contre la tradition esthétique. Voilà, mais hormis ces quelques exceptions, il est très peu question de beauté et de surcroît de beauté naturelle dans la phénoménologie. D'accord. Et puis il y avait la question de la mimésis, ou en tout cas la question de l'imitation. C'est une très bonne question, et finalement c'est souvent par cette question-là qu'on commence à réfléchir sur l'art en philosophie, pas seulement en phénoménologie. Et alors là, je pense que la phénoménologie apporte une réponse assez intéressante, qui serait qu'il y a imitation et imitation. Il y a la mauvaise imitation qui serait la copie du monde quotidien, du monde de l'attitude naturelle. Et en ce sens-là, on comprend que l'imitation soit à condamner, parce que ça ne fait que ce n'est qu'une redite de la prose du monde, de ce que Maldini appelle la prose du monde. On aurait un exemple, peut-être dans l'ultra-réalisme, des choses... Oui, alors ça peut être une lecture de l'hyper-réalisme en effet. Ça pourrait être une lecture qui consistant à dire l'hyper-réalisme s'en tient à représenter de manière virtuose le monde quotidien. Et ce monde quotidien, je pense qu'on l'a compris, ce n'est pas le monde véritable pour un phénoménologue. Le monde véritable, c'est pas celui qu'on a quand on ouvre les yeux, c'est un monde à conquérir en régressant en deçà du tournant de l'expérience, pour parler comme personne, en deçà de notre humanité. Et donc il y aurait une autre imitation positive cette fois, qui serait imiter non pas ce qui nous apparaît quotidiennement, mais ce qui apparaît de manière au contraire de façon plus rare, événementielle, pour parler comme Maldini, et qui serait, pour continuer à parler comme Maldini, le monde du sentir, ou pour parler comme Merleau-Ponty, imiter le monde de la perception, comme le fait Cézanne dans la table de cuisine. Voilà, il y aurait 2 imitations, une mauvaise, copier le monde humanisé, et une bonne, copier le monde déshumanisé. Voilà. Dans les 2 cas, il y a une question de copie, donc d'imitation, mais l'imitation n'est pas nécessairement mauvaise. Très bien.
Écoute, merci beaucoup pour cet entretien, pour ta clarté. Je tiens à rappeler d'ailleurs aux spectateurs que les conceptions qu'on a abordées là, tu les fouilles justement dans ton livre, et si on veut approfondir en fait encore davantage cette introduction, on peut se référer évidemment au texte aussi des auteurs. Voilà, et je vais laisser sous la vidéo certains textes que tu m'as confiés, voilà, pour la clarté de tout l'entretien. Donc merci encore. Merci à toi.